Bonjour Victoria, bienvenue sur Là on discute. Salut Nassir. Comment ça va? Très bien, petit trajet fatigant ce matin, mais Bah ouais, en forme. merci hein. On enregistre ce podcast alors qu'il y a plein de grèves dans tous les sens. Ouais. Donc c'était une galère à organiser, mais merci d'avoir pu trouver la disponibilité. Ça fait plaisir et qu'on puisse discuter aujourd'hui. Alors toi, tu as plein de casquettes. Préparatrice physique, Ouais. kiné, Oui. posturologue. Oui. Et c'est peut-être ça qui va nous intéresser le plus, mais j'imagine que toutes tes expertises vont nous permettre de discuter du point du jour. Mais la posture, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous déjà, mais on n'y connaît pas grand-chose. Moi-même, étant quelqu'un, je me considère comme professionnel du sport, la posture, j'ai des conseils bateaux, ça se trouve qu'ils sont complètement faux, tu pourras nous le dire juste après. Je vais regarder tes vidéos, je vais être critique. Ah, avec grand plaisir. Ça se trouve que je dis des bêtises depuis 10 ans, mais tout ça pour dire que la posture, c'est potentiellement un grand mystère pour tout le monde. Certains se plaignent de douleurs chroniques dues à leur posture, mais ils savent pas expliquer pourquoi. Quels sont les mécanismes? On va rester sur ces douleurs chroniques. Quels sont les mécanismes liés à la posture qui peuvent faire que on développe des douleurs? Est-ce que c'est les muscles qui se raidissent, les articulations qui prennent des positions qu'elles ne devraient pas prendre? Comment ça marche en fait? On va prendre l'exemple de juste ta posture maintenant où tu es assis. Là, on est parti sur un podcast d'1 heure. Si jamais on reste sur un podcast de 3-4 heures et que je te force à rester dans cette position, tu vas commencer à développer une douleur sûrement sous ton fessier. Tu auras envie de bouger, tu auras envie de te lever, tu auras envie de bouger. La raison derrière ça, c'est que tu vas avoir un manque d'oxygène sur la zone qui est comprimée actuellement. Donc là, si tu es assis, tu as un point de pression focale qui se fait sur un point bien précis. Ta charge de ton corps, elle n'est pas répartie sur tout ton corps comme si tu étais allongé. La position allongée, tu pourrais la tolérer bien plus longtemps sans avoir envie de bouger. Alors que la position assise, tu as des points de pression. Et ces points de pression, la compression va faire qu'il va y avoir moins d'oxygène qui va arriver. Le tissu va être moins vascularisé, donc moins vascularisé, moins d'oxygène. Et du coup, le système nociceptif envoie un message de douleur pour te dire il faut bouger parce que un tissu qui n'a pas d'oxygène est un tissu qui va mourir, exactement, qui va nécroser, qui va mourir. Typiquement, tu le vois à l'hôpital, en kiné, tu vois, j'ai pu travailler un petit peu dans des hôpitaux en Belgique. Les patients qui sont immobiles, qui ont des paralysies, tu dois les retourner régulièrement. Donc, tu as des rotations que tu dois faire. Tu prends le patient, tu le tournes pour être sûr que les tissus de son corps qui vont être en appui ne sont pas toujours les mêmes. Sinon, ça fait des escarres. Ouais. Okay, c'est des nécros, c'est vraiment dégoûtant. Et c'est exactement la même chose. Donc, le problème avec la posture, c'est que si tu restes dans une posture, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Je sais que c'est très à la mode d'avoir des outils pour redresser le dos ou des chaises ergonomiques qui te mettent dans une soi-disant bonne posture. Peut-être quand tu as acheté cette chaise, ils te disaient que c'était bien pour le dos. Je sais. Non, ils m'ont juste dit, elle est très jolie. Okay. Pour le podcast, ça fera bien. Okay. Mais effectivement, je tombe tout le temps sur des pubs, tu sais, les trucs pour redresser la poitrine, pour serrer machin. Alors, petit aparté, ceux qui écoutent ce podcast sur Spotify, venez faire un tour sur YouTube pour voir ma posture aussi et celle de Victoria. Comme ça vous permettra de visualiser un peu plus. Donc ouais, on a plein d'appareils qui sont du bullshit en fait. C'est du marketing pour te vendre une bonne posture. C'est sûr qu'en fait, si tu pars du principe que tu es tout le temps en flexion ou voûté, ce que les docteurs vont appeler, ou certains kinés vont appeler une mauvaise posture, bien sûr, tu vas te dire, il faut te redresser. Mais l'idée, c'est pas de te redresser. En fait, il y a pas c'est deux extrêmes d'un continuum. Moi, je prends toujours l'idée du continuum. Tu as deux extrêmes. Et l'idée, c'est d'avoir de la variabilité de mouvement. La santé, c'est de la variabilité. Même si tu regardes le corps, dans tout ce que tu vas faire, si tu fais tout le temps la même chose, si tu fais toute la journée un bon geste, ne serait-ce qu'une flexion de bras, mais que tu fais ça 500 000 fois au cours de la semaine, il y a un moment, tu vas développer de l'usure parce que ton tissu il va avoir ce qu'on appelle des micro-insultes. Tu vas tout le temps solliciter le même schéma. Micro-insultes ? En anglais, ils appellent ça des micro-insults. Je sais pas exactement le nom en français. Okay. C'est le côté anglophone, je suis désolée. C'est pas grave. C'est un stress. L'insulte, c'est un stress au tissu qui est répété. Et on en parle beaucoup dans les métiers répétitifs, type une caissière, qui va faire tout le temps le même geste de la main et qui développe des inflammations. Le tissu, il a besoin de cette variabilité de mouvement. Et plus tu as un répertoire large pour pouvoir faire un mouvement, moins tu vas stresser les mêmes tissus et moins tu vas créer de l'usure. Et la posture, c'est la même chose. Si tu es tout le temps redressé, tu vas aussi avoir mal au dos parce que tes érecteurs, quand tu te redresses, et la posture droite qu'on conseille entre guillemets, tu as quand même les muscles du dos qui sont hyper actifs. Et tes muscles, ils ont besoin de se reposer un moment, ils ont besoin de se relâcher. Donc, il n'y a pas de bonne posture. Il y a juste un équilibre à trouver. Ce qui est considéré comme une bonne posture, c'est-à-dire poitrine sortie, omoplate resserrée. En fin de compte, si tu as tout le temps cette posture-là, ça peut aussi provoquer des douleurs. Et c'est souvent la posture justement qui, pour moi,
pose énormément de douleur. Donc typiquement avec les athlètes avec qui moi je travaille, les athlètes qui font de la force par exemple, la posture en extension, c'est la posture qui pose problème. C'est des athlètes qui sont très 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 en extension, qui ont schéma avec la cage qui ressort beaucoup, les côtes qui ressortent, le dos qui est très lordosé. C'est pas des athlètes qui sont souvent voûtés comme ça. Et ça, Pas c'est à souvent. cause du développement de leurs érecteurs du rachis, par exemple, qui est important ou pas forcément? Le développement des érecteurs du rachis va contribuer à comprimer les structures. Donc, toute la musculature que tu vas développer, forcément, avec le temps, les fascias s'adaptent, tu développes une certaine tonicité musculaire et tu viens créer cette posture-là qui vient c'est un cercle un petit peu vicieux où tes muscles sont hypertoniques et donc tu crées ce schéma-là. Souvent avec un déficit sur la zone abdominale. Ouais. Tu vois rarement les gens se plaindre de j'ai mal aux abdominaux. Ça, je n'entends jamais ça. J'ai mal aux abdos, mes abdos ils sont tendus. Jamais. Parce qu'en général, les gens ils ont une flaccidité plutôt au niveau abdominal. Et par contre, les érecteurs, tu vois souvent des gros érecteurs. Surtout chez les athlètes qui font de la musculation, du bodybuilding, des sports de force. Chez les sprinteurs, tu vois des gros érecteurs. Et donc, ça va renforcer ça. Mais à l'origine, pour moi, la mécanique, c'est vraiment sur la partie respiratoire. Tu as plusieurs facteurs. Tu as la partie émotionnelle, d'accord? Donc, quelqu'un qui va être en stress, il va avoir une posture en extension. Si tu vois un bébé qui est stressé, il prend une posture en extension. Tu as le facteur de l'activité sportive. Ce que tu vas faire, évidemment, si tu fais de la force athlétique ou de l'haltérophilie ou de la musculation versus si tu fais du cyclisme ou tu es en flexion, tu vas développer un schéma postural différent. Et ensuite, tu as tous les petits déséquilibres de tes capteurs posturaux. Donc, dans les capteurs posturaux, tu as les yeux, le pied, la peau, donc toute la proprioception, l'oreille interne. Toutes ces choses-là, c'est des capteurs qui doivent être réglés. Et s'ils ne sont pas réglés, bah, pareil, ça va entraîner un certain déficit. Donc, tu as plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Tu as le facteur environnemental, mais tu as la respiration. Mais à la base, c'est tous ces facteurs. C'est un système ouvert un petit peu avec beaucoup de choses qui rentrent dedans. Oh, c'est parfait parce que tu as abordé plein de choses. Voilà. C'était tout sur ma liste. Donc Je vais partir très loin. C'est nickel parce qu'on va pouvoir faire, tu vois, une petite évolution sur tout ce que tu as, sur tout ce que tu as précisé, et facteurs environnementaux, les pieds, les yeux, tout ce que tu as mentionné. C'est parfait. Mais pour revenir un peu au public lambda, entre guillemets, Ouais. quelqu'un qui a un boulot classique, Ouais. il va passer le clair de sa journée assis devant un bureau peut-être, Oui. ou en tout cas plusieurs heures. Il va se plaindre de douleurs chroniques. La solution, ce serait la variabilité du mouvement, c'est-à-dire essayer de bouger le plus possible, le plus souvent possible, dans des conditions dans lesquelles il n'est pas habitué à bouger. Oui. Donc Ouais, c'est ça. dans l'idéal, ça serait pas avoir. C'est justement, si on revient au sujet de la chaise qui va être préconisée, souvent le gros problème, ça va être que ça va le placer dans une bonne posture, mais il risque de rester figé dans cette posture. Surtout s'il développe une sorte de phobie du mouvement, parce qu'on lui a dit il faut que tu te tiennes droit et qu'il reste tout le temps tout endroit. Donc dans l'idée, ça serait de trouver un moyen de bouger régulièrement, se lever régulièrement, toutes les demi-heures, aller chercher un café, faire quelques pas, avoir une chaise éventuellement où il peut bouger d'assise. Maintenant, ils en font des chaises où tu peux bouger un petit peu d'assise, éventuellement un truc où tu te lèves, où tu peux marcher un petit peu. Mais ça serait de bouger régulièrement dans la journée, de stimuler les yeux aussi, parce qu'au bureau, surtout, ça va être le focus visuel qui va être tout le temps marqué. Et ça crée beaucoup de problèmes au niveau du capteur oculaire. Si tu prends n'importe quel individu, tu essaies de le faire loucher. Souvent, tu as un œil qui part en cacahuète. Ça régule énormément la posture au niveau des épaules. Donc, stimuler les yeux, faire du mouvement, regarder par une fenêtre, c'est des choses simples, mais qui de base sont censées être naturelles. On n'est pas censé être devant un ordinateur figé et que naturellement on fait. Et dans les conseils de la bonne posture, toutes ces chaises ergonomiques n'aident pas non plus parce qu'elles te figent dans un autre schéma. C'est exactement ce que j'allais demander. Est-ce que les chaises ergonomiques qui coûtent parfois très cher, c'est un bon plan, alors que peut-être qu'il faudrait plutôt avoir une chaise classique, mais bouger plusieurs fois dans l'heure? Pour moi, ça serait plutôt d'avoir une chaise classique et de bouger plusieurs fois dans l'heure, ce qui pour toi est confortable, où tu te sens à l'aise. Moi, j'aime bien les selles, c'est pas toujours recommandé. Il y en a qui vont dire que ça comprime les parties vasculaires au niveau génital. Moi, je trouve ça confortable, ça me fait bouger, ça me permet de me tenir droit. Moi, si j'ai un dossier, j'ai tendance à m'affaisser un peu ou à justement me tenir trop droite si c'est quelque chose qui stabilise la posture, mais juste quelque chose qui va te faire bouger et en fait, c'est basique, on ne devrait pas être figé. On est censé avoir du mouvement. Ouais. Tout ce qui va promouvoir du mouvement. Et donc, la chaise ergonomique, non. Après, quelqu'un, oui, qui va être figé à son poste pendant 12 heures, si jamais sa chaise, elle lui permet de se sentir plus à l'aise, tant mieux. C'est bon à prendre. Maintenant, de là à mettre des milliers d'euros dans une chaise ergonomique, je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire. Ouais. On a acheté des bureaux assis debout ici qu'on peut régler, tu vois, et des fois on se lève pendant qu'on bosse. Ça, c'est bien. Après, je pense qu'on est aussi un peu plus au courant et qu'on a cette volonté de bouger un peu plus souvent. Ouais. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était un bon ajout à une journée de travail. Il y a ça, il y a les bureaux. Et ensuite, il y en a qui mettent des tapis là maintenant dessous, qui les intègrent sous les bureaux pour marcher un petit peu en même temps qu'ils font. Ouais. C'est pas mal, mais c'est pareil.
il y a toujours un entre-deux, donc je veux pas casser les bonnes intentions, parce qu'il y a toujours des bonnes intentions. C'est un entre-deux entre le fait de pas marcher et le fait de marcher quand même quelques steps sur un tapis, c'est bien, mais le tapis va quand même beaucoup perturber ce qui est le cycle de la marche naturelle d'un individu. Normalement, quand tu marches, les choses bougent à côté de toi, il y a un flow visuel qui se fait, un flow optique. Et là, sur un tapis, il n'y en a pas. Tu marches, tu es statique et ça perturbe beaucoup le corps par rapport à une marche dans un environnement naturel. Et donc, c'est pas mal, mais ça peut créer des déséquilibres aussi posturaux. Donc, comme dans tout ce qui va être créé par l'homme, c'est un entre-deux, c'est un bon apport par rapport à être sédentaire à 100%. Mais ça a des limites aussi. Il faut rester conscient qu'il n'y a rien qui va remplacer le fait d'aller marcher dehors, le fait de regarder par ta fenêtre, le fait de bouger, de faire du mouvement. On sent un peu de diplomatie dans ce que tu dis et qu'il y a quand même un peu envie de dire, non, mais tout ce qui a été créé par l'homme, bon, c'est de la merde. Non, mais c'est juste notre environnement. On tend vers ça. Donc, c'est bien de trouver des entre-deux. Et entre le fait d'être complètement sédentaire et de trouver une petite astuce, c'est bien. Mais voilà, c'est comme je reprends les salles de fitness. T'en as peut-être dans ta salle des tapis de course avec des écrans intégrés? Non. Non? Ok, très bien. Donc ça, par exemple, oui, ça stimule les gens à rester plus longtemps sur le tapis. Les gens vont avoir un écran, ils vont oublier qu'ils sont sur le tapis, ils vont marcher. Mais pour moi, ça ne devrait pas exister. Tu devrais pas avoir un écran sur ton tapis de marche. Ça perturbe complètement le capteur des yeux, ça perturbe la posture de la tête, ça perturbe tout, en fait. Tu perds la dynamique de la marche, il n'y a rien qui va. Maintenant, oui, ça aide les gens à marcher un peu plus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Pourquoi tout simplement ne pas motiver les gens à aller marcher dehors, en fait? Ouais. Et du coup, il y a toujours cette question-là de se dire, est-ce qu'on encourage ou est-ce qu'on n'encourage pas l'activité? C'est toujours une bonne transition, oui. Mais c'est clair que si ça peut faire transitionner vers quelque chose de plus naturel, ça serait mieux. Idéal. Voilà. Tu fais beaucoup le parallèle avec les yeux, la vue. Oui. Mais c'est quoi le rapport en fait? Avec les yeux et la vue? La posture, avec les yeux, avec la vue, le regard, etc. À quel point c'est lié? À quel point c'est lié? Donc le regard, c'est ce qui va permettre à ton cerveau d'avoir un petit peu son niveau. C'est vraiment ton niveau. Donc si jamais au niveau des yeux, ton capteur il n'est pas correct et que le cerveau, les informations qu'il reçoit par les yeux ne sont pas les mêmes informations que l'information que tu vas prendre au niveau des pieds du sol. Donc le cerveau, pour essayer de simplifier, pour se sentir en sécurité dans son environnement et pour réguler toute la posture, il va capter des informations à différents endroits. Ce qui va lui permettre, mettons que demain tu deviennes aveugle, de quand même pas être complètement perturbé. T'as une redondance. T'as d'autres capteurs qui vont te permettre de capter de l'information. Souvent, les capteurs d'ailleurs vont devenir hypersensibles et beaucoup plus fins chez les personnes qui ont perdu un sens. Les yeux sont un de ces capteurs. Ils doivent capter une info qui doit être cohérente avec ce que va capter le pied, avec ce que va capter l'oreille interne. S'il y a un dérèglement qui est très c'est ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui chez les individus, de par le fait qu'on stimule très peu les yeux, on stimule beaucoup la vision de près, on stimule très peu la vision de loin. Aujourd'hui, dans nos villes, il y a très peu t'as très peu de capacité à aller voir loin. Ouais, voir très très loin. À l'époque, quand tu chassais, t'avais un animal qui était loin et puis tu devais faire un effort pour vraiment faire un focus sur ce petit oiseau ou cet animal qui était derrière un buisson. Aujourd'hui, il y a pas ça. On a perdu. Même si t'es en voiture, peut-être si tu roules sur l'autoroute, tu regardes un petit peu au loin. Si tu as un balcon, peut-être, mais sinon très peu. Et donc, du coup, tu n'as pas cette adaptation loin-près. Les yeux aussi sont très statiques. Les individus, souvent, au lieu de bouger les yeux, ils vont bouger la tête. On prend cette habitude d'utiliser beaucoup la tête, mais très peu le mouvement des yeux. Et donc, l'information que tu vas prendre va être moins précise. Et surtout, souvent, tu développes un déséquilibre entre l'œil droit et l'œil gauche. Et ça fait que tu as une perturbation des informations qui arrivent parce que chaque œil va envoyer une information dans une zone de ton cerveau. Et ça, en fait, ça va faire que ton cerveau, au lieu d'avoir un niveau qui va être équilibré, il va être perturbé et il va compenser. Parce que pour lui, si ce qu'il regarde n'a pas l'air d'être bien équilibré, il va chercher à l'équilibrer autrement. Mais tant que ton niveau au niveau des yeux, t'as l'impression que c'est un peu comme ça, forcément, ton corps, il va faire ça pour avoir, en fait, ce niveau qui soit droit. Ton corps, il va toujours prioriser le fait d'avoir l'impression d'être équilibré, peu importe si ça signifie déséquilibrer ton corps. Okay, donc c'est un niveau. Si ton niveau n'est pas droit, ton corps il va compenser pour le mettre droit. Et comment tu fais si c'est déséquilibré pour le remettre d'aplomb, tu vois? T'as des orthoptistes, donc on connaît souvent les ophtalmos. Souvent ce qu'on entend le plus pour les yeux, c'est d'aller faire un bilan chez l'ophtalmo, voir est-ce que t'as une vue à 10 sur 10 ou pas. Donc ça c'est une branche du travail des yeux. En France, on a la chance d'avoir une autre branche qui s'appelle l'orthoptiste, qui elle, c'est ça. Cette branche-là vient vraiment regarder justement comment les muscles des yeux travaillent, est-ce qu'ils sont coordonnés, est-ce qu'ils sont capables de remplir toutes leurs fonctions, et donc ils vont travailler avec des prismes, avec des petits objets. On va te faire des mouvements pour bouger les yeux, pour isoler. Tu as
différentes aptitudes au niveau de l'œil à développer. Et ça se rééquilibre très bien. En général, c'est 8-10 séances. Ça dure 15 minutes. La séance, c'est très rapide. Et c'est remboursé par la Sécu en France. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Tu as des pays où ça n'existe pas, cette branche-là. Et c'est pas bien développé. Mais c'est très, très, très important. Voilà. Trop bien. Ouais. Et pour ceux qui écoutent ou qui regardent ce podcast, à quel moment faut s'inquiéter ou se poser des questions? Par exemple, si jamais mon boulot, c'est d'être devant un écran d'ordinateur littéralement toute la journée et que j'ai aucun moyen de voir l'horizon ou de voir loin, est-ce que dans ce cas-là, je dois aller voir un orthoptiste? Oui, dans ce cas-là, je le ferai toujours. Moi, si jamais ton travail, c'est d'être fixé devant un écran toute la journée ou beaucoup et que tu vas pas faire de la randonnée, tu vas pas en extérieur beaucoup, je ferai des exercices régulièrement. Ça peut être des exercices tout simples, hein. Ça peut être juste suivre une cible comme ça avec les yeux. Tu peux te faire un petit mouvement et faire des petits mouvements comme ça. Par exemple, ça peut être le fait de regarder au loin quand tu rentres chez toi. Donc, stimuler régulièrement tes yeux au quotidien et faire un bilan pour vérifier que ce soit équilibré. Souvent, les premiers symptômes, c'est migraine, des problèmes pour tourner le cou, donc les gens qui sont très bloqués pour aller regarder derrière, ou par exemple, quand tu veux tourner le volant, bah, tu peux pas tourner la tête, tu es obligé de venir tourner le buste un petit peu, douleur d'épaule, douleur d'omoplate. Les yeux, c'est vraiment lié avec la chaîne scapulaire. Donc les omoplates, les épaules et le cou, en général, c'est là où on va développer les premières tensions. Mais ça peut impacter vraiment tout le corps. Ça peut impacter le fait d'avoir une épaule plus basse. Ça peut impacter une scoliose. Ça peut impacter une douleur au genou parce que tout est corrélé. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à être penché d'un côté, bah, tout le corps va suivre un petit peu. Donc, mais le premier symptôme, ça serait ça. Des tensions au cou, des migraines, des tensions aux épaules. C'est là ce que tu vas retrouver le plus. C'est là que c'est fou que tu te dis que notre environnement, pour certains, c'est vraiment compliqué, hein, parce que quand on habite dans une grande ville, au premier étage d'un grand immeuble, et qu'on n'a pas la possibilité de voir l'horizon, de voir loin, ou de tourner la tête souvent, et qu'on est devant un écran d'ordinateur, très vite, ça peut devenir des conditions qui sont pas très très bonnes pour la posture, mais même pour le reste, hein, parce qu'on parlera sûrement de stress, de respiration juste après. Tout est lié. Bien sûr, en général, déjà, ce qu'on observe, c'est une hyperventilation. Donc, justement, le fait d'avoir un schéma respiratoire plutôt de panique chez les individus qui sont en ville. En ville aussi, ce qui est problématique, c'est toutes les lignes parallèles. Ça, c'est aussi perturbant au niveau du cerveau. Les lignes parallèles, c'est un gros problème. Le fait d'avoir des villes qui sont complètement schématisées. Moi qui adore la symétrie. C'est bien, mais à un certain point. Et le manque de voir à l'horizon, toutes les tours, les grandes villes. Mais la plupart des individus, quand tu les testes, les individus qui vivent en ville, quand tu les testes, ils ont toujours, si tu fais des tests un petit peu de neuro pour vérifier un petit peu comment fonctionne le corps, c'est des individus qui souvent montrent un état de stress et ont des tests qui sont pas super. Comparé à un individu qui est en campagne, qui est en nature, quand tu les testes, tu trouves beaucoup moins de problématiques. Vraiment, les individus qui vivent en ville, tu trouves plein de problématiques. Après, tu as toujours des exceptions. Mais ça va dépendre de tout ce que tu fais à côté. Et des pistes, t'en as plein. Tu peux quand même aller... c'est toujours possible d'aller se balader, de marcher 10 minutes, de regarder le soleil, de, je sais pas, trouver un pont, une rivière. Ici à Lyon, t'as le fleuve qui passe, tu peux aller marcher au bord du Rhône, essayer de regarder loin. Moi, des fois, quand je marche dans la rue, je regarde les arbres et j'essaie de faire sauter mes yeux d'un arbre à l'autre. C'est des trucs tout bêtes, mais tu peux le rentrer dans ton quotidien. Ça te prend pas de temps et c'est un petit peu de stimulation. Les résultats sont vraiment très rapides, donc c'est juste un petit peu de stimulation tous les jours pour retrouver un peu ces choses qui en fait sont naturel et qu'on devrait faire. Tout n'est pas perdu pour les citadins. Après, tu vois, j'ai toujours vécu en ville. Enfin, je suis né à Lyon, j'ai toujours été à Lyon. Aujourd'hui, j'habite dans les hauteurs de Lyon, donc je vois l'horizon tous les matins. Je marche évidemment beaucoup au bord du fleuve. Donc, ça me permet d'avoir des conditions qui sont quand même plus proches de quelqu'un qui habiterait pas vraiment en ville. Un peu en nature. Un peu en nature. Donc je pense c'est pas un cas perdu. Non, je suis pas un cas perdu, mais je pense que tout est possible même pour ceux qui habitent en ville. Donc faut pas se dire j'habite à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, ça va être une galère, faut que je déménage à 50 km. Non, pas du tout. J'adore la ville, mais après c'est juste d'être conscient que voilà, vivre en ville, il va y avoir des choses où tu vas avoir besoin de passer un petit peu plus de temps à prendre soin de ta santé. Bien sûr. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des défauts de posture qui sont courants qu'il faudrait modifier? Ou non, on en reste sur ce qui est important, c'est la variabilité du mouvement. Il n'y a pas de mauvaise posture, il y a pas de défaut en fait. Si moi, quand je suis sur mon téléphone, tu vois, je suis complètement en flexion, j'ai le haut du dos qui est un petit peu arrondi, j'ai le menton qui est un peu rentré. Est-ce que ça c'est une erreur de posture? Ou si je compense le reste de la journée par d'autres mouvements qui seraient plus différents, plus amples, c'est ok?
Pour moi, c'est OK. Il Ok. y a pas de tant qu'il y a de la variabilité, tant qu'il y a du mouvement, il y a pas de raison que ce soit plus mauvais. Le fait d'avoir une flexion, ça peut t'aider aussi à sentir que tu arrives à mieux mobiliser, tirer les tissus dans le haut du dos. Il y a pas de raison que les tissus du haut du dos, tu les étires jamais ou qu'ils soient jamais dans cette position un peu de relâchement excentrique. Pourquoi tu devrais toujours les avoir tendus en permanence, redressés? Il y a pas de raison. Donc pour Tu moi, sais pourquoi c'est mal vu, cette posture de flexion? parce que je pense que ça fait fainéant. Alors que c'est assez étonnant parce que c'est la position de protection. Quand tu vas te protéger, c'est la position que tu vas prendre. C'est une position qui te protège de base pour protéger les organes vitaux. Donc je sais pas pourquoi ça a été développé, mais je pense que c'est cette attitude un petit peu de fainéantise, un petit peu d'être relâché, de pas. Ça fait un petit peu un tonus faible quand tu vois quelqu'un comme ça, ou l'attitude un peu de la personne qui est dépressive. Mais pour moi, il y a pas de. C'est juste une posture où le tonus est un peu moins actif. C'est une posture de relâchement un petit peu. C'est une posture où tu peux te reposer. Il y a peut-être un lien avec l'éducation aussi. Il y a C'est beaucoup de possible. parents qui disent à leurs enfants, tiens-toi droit, sois fier, tu vois. Bien sûr. Mon papa il me disait toujours ça quand j'étais petite. Il disait tiens-toi droit, tiens-toi droit, Ouais. tiens-toi droit. Est-ce que mes parents me le disaient? Peut-être que oui. Tu sais, il mettait un doigt entre les omoplates. Ah ouais, pour bien te redresser. Il me disait même, il faut que tu mettes un sac à dos sur ton dos parce que ça te force à marcher droit. Il le fait toujours. Il me dit, moi, je me vis avec, mon papa, on l'appelle l'homme au sac à dos parce qu'il met un sac à dos, il dit que ça l'aide à se tenir droit. Et je lui dis, mais papa, t'as pas besoin de faire ça. Il faut juste que tu bouges et que tu fasses certaines choses. Mais lui, en fait, c'est toujours l'image du docteur. Le docteur lui a dit une fois, Et c'est c'est ancré. resté et maintenant, voilà, ça bouge plus, ouais. Ah ouais, donc ouais, il y a sûrement une part d'éducation et L'école, sûrement, aussi, L'école, ouais. un petit peu, on te dit, tiens-toi droit, ta fesse pas sur ta chaise parce que, faut que l'élève, il écoute. Donc, t'es plus réceptif si t'es un peu redressé que si t'es complètement, Mais tu sais que moi, la dernière fois, je dînais avec des amis et je culpabilisais parce que j'étais un peu recroquevillé. Ouais. Et à côté de moi, il y avait une femme qui était vraiment très droite. Ouais. Et j'étais en admiration. Je me disais, mais comment elle fait? Elle avait pas de dossier, elle était très très droite. Et je me disais, mais comment elle fait pour se tenir droite comme ça? Et moi, Ouais. je me suis senti mal. Je me suis dit, ah mais non, mais moi je suis nul, je peux pas me tenir droit, c'est pas possible. alors qu'il y a que pas c'est ok. de raison. Bien Ouais. sûr, il y a pas de raison. C'est juste un label que toi, tu as mis que cette posture est plus validée par la société. Or, en fait, c'est juste une étiquette. Elle était probablement danseuse ou peut-être dans la culture japonaise. Pareil, ils sont Et t'es prof de yoga. profs de yoga, voilà. Mais, typiquement, les profs de yoga, c'est les personnes que je retrouve le plus en cabinet. Ah ouais? Donc les personnes qui sont hyper mobiles, hyper souples en apparence et qui ont ce réflexe de se tenir droite, c'est les personnes que je vois le plus en cabinet. Ah, c'est intéressant Ouais. ça. Parce qu'il y a dans la manière de bouger, il y a beaucoup de compensation chez les profs de yoga. Ouais. C'est pas toujours des personnes qui respirent. C'est pas toujours des personnes qui respirent correctement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que sur Instagram tu vois quelqu'un qui a une mobilité incroyable que c'est quelqu'un qui est forcément en santé. De toute façon, sur Instagram, c'est pas parce que tu Voilà. vois quelque chose sur Instagram que c'est vrai. Peut-être Donc, monté avec l'IA, je sais. ah, absolument. Ok, il y a toujours des trucs à réfléchir. Ok, trop intéressant de savoir que la posture un petit peu fléchie comme ça, c'est pas trop un problème. Tu peux te relâcher au restaurant. Tout est bon. Parfait. Là, tu viens de me rassurer. Est-ce que c'est tu sais, on utilise souvent le terme je suis raide, j'ai des muscles raides. C'est possible d'avoir des muscles raides? Non. Un muscle, est-ce qu'il peut être raide? Un muscle, il peut avoir un certain potentiel de rigidité. Enfin, c'est surtout au niveau du tendon que tu vas avoir un potentiel de rigidité. Donc, quand tu vas faire certaines activités, par exemple, si tu fais de la pliométrie, si tu fais des sauts répétés, des box jumps, des choses comme ça, tu vas développer une certaine rigidité du tendon. Ok, donc tu vas avoir un muscle qui va être plus rigide, qui va délivrer plus de force, un peu comme un élastique. Ton élastique, s'il est tout mou, il va pas délivrer. J'ai pas de chouchou sur moi. Sinon, j'aurais pris un élastique qui est tout mou, il va pas, quand tu vas le lâcher, il va pas restituer beaucoup d'énergie. S'il est hyper tendu, là, oui, il va délivrer plus d'énergie. Donc, tu peux développer cette rigidité ou au contraire, tu peux développer de la compliance. Ça veut dire une capacité à s'étirer plus naturellement et à accéder à cette amplitude d'étirement. Donc, typiquement, si tu fais des isométries, toi, à la salle, tu te mets en pause et que tu bouges pas dans un mouvement pendant longtemps, tu vas apprendre à ton tendon à être plus compliant. Donc, il va accepter mieux l'étirement avec moins de risque de rupture. Si tu fais des impacts, des sauts, de la corde à sauter, des choses comme ça, tu vas lui apprendre à devenir plus rigide pour qu'il délivre plus de force. Mais il y a toujours un revers de la médaille. Si tu développes trop de compliance, tu fais beaucoup de travail pour rendre ton tendon très étirable, très élastique, tu vas le rendre aussi moins capable de délivrer de la force. Il va être un peu plus mou. Si jamais tu viens travailler beaucoup la capacité à être rigide, il risque de casser plus rapidement. Donc, du coup, tu dois travailler les deux. Donc, quand tu parles de rigidité, ça peut être ça. Tu peux avoir des athlètes qui ont un peu cette rigidité parce que les modalités qu'ils ont stimulées à l'entraînement leur ont permis de développer ces capacités, un peu comme si tu développais ta force ou ta vitesse ou ton endurance. Maintenant, un muscle, il a toujours la capacité de se contracter et de se relâcher. Donc, un muscle qui est raide,
oui, tu peux voir chez des personnes qui ont été immobilisées pendant très 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 longtemps, parce que le fascia s'adapte. Donc toute cette enveloppe qui entoure le muscle, si elle est pas hydratée, c'est surtout l'hydratation. Si elle est pas hydratée, il y a pas d'eau qui arrive, et si jamais tu la mobilises pas, là tu peux vraiment avoir quelque chose de une rigidité qui se fait. T'as vraiment des personnes qui arrivent pas du tout à bouger, mais c'est toujours réentraînable. T'as toujours moyen de le restimuler. C'est pas figé à vie. Ouais, c'est pas figé à vie. C'est Ok. pas figé à vie. Ouais, parfait. T'as mentionné fascia. Je voulais l'aborder après, mais on va l'aborder maintenant. Le fascia, c'est une enveloppe. Ouais. C'est ce qui enveloppe le muscle, en fait. Ouais, c'est ce ça. que tu vois quand tu manges ton poulet, que tu vois le petit truc blanc autour un petit peu. Des fois, ça arrive. Donc souvent, c'est ce que tu vois. Donc tu peux le visualiser. C'est un tissu qui, pendant des années, les anatomistes, ils le jetaient à la poubelle. Ils le voyaient. Ils se disaient que ça n'avait aucun intérêt. On n'en comprenait pas l'intérêt. Aujourd'hui, on le voit plus que comme une enveloppe, on le voit comme un organe parce que c'est rempli de récepteurs. Donc on le voit vraiment comme un organe à part entière du corps. Et il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites dessus, mais c'est vraiment c'est une enveloppe pour le moment. C'est une enveloppe qui est présente dans tout le corps, qui nous permet d'être connectés, de pas être juste un cœur qui flotte au milieu de vide avec un foie qui flotte de l'autre côté. Ça nous permet d'être connectés et du coup ça développe une structure. Donc le fascia, c'est pas juste les muscles. C'est pas juste tous les organes. C'est partout, c'est ta peau, c'est partout, Okay. c'est partout. Tes yeux, il y en a partout du fascia. Maintenant, c'est rempli de petits récepteurs à la douleur, donc c'est très sensible. Souvent, quand tu te blesses d'ailleurs, c'est le fascia qui te fait plus mal qu'autre chose parce que c'est rempli de récepteurs à la douleur et c'est très long à cicatriser. Et ça permet, ce qui fait qu'on survit actuellement, c'est que ça nous permet d'être une structure, l'être humain d'être une structure qui a un certain tonus en fait, en permanence. Et un petit peu comme je sais pas te dire, un peu comme un ballon quand il est gonflé, tu peux appuyer n'importe où, tout le tonus va être bien réparti, il est pas tout mou. Et le fascia, le fait que tout soit connecté, ça permet que quand tu viens bouger, quand tu viens faire des choses, t'as toujours une forme d'énergie qui est restituée en permanence et qui te permet tout le temps de rester en dynamisme, de jamais t'écraser complètement, de jamais être complètement mou et d'être efficient énergétiquement. Parce que le but de l'humain, c'est quoi? C'est de pas dépenser d'énergie. On est feignant, on veut pas. On veut survivre voilà. Et on veut s'économiser. Voilà, il faut s'économiser. Et donc le fascia, en permettant cette énergie élastique, ça va te permettre que, au lieu de faire beaucoup d'énergie pour bouger ton bras, une fois que tu commences à marcher, tu as une forme d'étirement et de contraction qui se fait en permanence par le fascia. Comme un élastique, si tu l'étires, il va relâcher, il va se contracter tout seul. C'est exactement la même chose. Et on bénéficie de l'inertie pour s'économiser exactement. En fait. Ok. Et le fascia, c'est assez récent en fait. La première fois que j'ai entendu ce mot, moi, ça devait être en 2010, 2012. Ouais. Et avant ça, c'était pas si connu que ça. Les anatomistes, ils le connaissaient, mais ils pensaient que c'était pas intéressant, donc ils le jetaient, ils le regardaient, ils l'étudiaient même pas. Ça a commencé à être étudié un petit peu dans les années 2000, il y a eu des congrès qui ont commencé à être faits, mais c'est vraiment là, dans les 10 dernières années, que tu as vraiment des symposiums autour du fascia qui ont commencé à être faits, parce qu'on commence à se rendre compte que, en fait, c'est hyper important, et que c'est peut-être la structure la plus importante qu'on ait. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites dessus. C'est incroyable. Ouais. Et tu as parlé de l'hydratation. Ouais. Et du coup, quel rapport? Au niveau du fascia, ouais, c'est que notre corps il est composé en grande partie d'eau et que le fascia en lui-même il est composé en grande partie d'eau, plus de 70%. Et donc en fait, quand le fascia il est déshydraté, il devient très 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 rigide et il perd toute cette compliance. Et t'as besoin, le fascia il se situe un petit peu entre les différentes couches de muscles aussi. Ça permet des glissements dans le corps et ça permet que les structures dans notre corps ne restent pas figées. Donc si tu as un fascia qui est déshydraté, tu perds ce potentiel de glissement et tu as tout qui fonctionne pas correctement. Et j'imagine, pour boucler la boucle, ça a un impact sur la posture. Ça impacte sur la posture aussi. Ouais. Ah ouais, en fait, ton fascia, il faut qu'il puisse être dynamique en permanence. Plus il est déshydraté, ça devient comme une éponge. Tu perds toute ta capacité à avoir ces petits mouvements qui peuvent être faits. C'est pas des grands mouvements, c'est des petits mouvements, mais ces glissements, ils sont importants. Et j'imagine qu'en plus de l'hydratation, le mouvement en lui-même est hyper important. Pour solliciter son système musculaire, éventuellement son système cardio-respiratoire, c'est important pour le fascia. Bien sûr, tout ce qui va permettre de bouger à ton corps, c'est ce qui va permettre de maintenir cette dynamique et d'éviter d'avoir justement un fascia qui se rigidifie, comme quelqu'un que tu peux plâtre pendant très longtemps. Quand tu le sors de sa botte, il a perdu énormément de capacité à bouger. Il y a une partie, c'est le muscle qui s'est affaibli parce que le muscle, il s'est atrophié, mais tu as aussi le fascia qui s'est adapté dans une position. C'est pour ça que chez une personne âgée, c'est très dur de la faire sortir sur les changements posturaux. Si tu fais un avant-après, sur un enfant, tu vas avoir un avant-après incroyable. Vraiment, en 3 mois, tu peux voir des choses de dingue. Parce que l'enfant, il est en train de bouger en permanence. Il est en train de se développer. Son corps est en train encore de changer. Chez une personne âgée, une fois qu'elle est restée dans une posture, justement, sans bouger pendant des années, le fascia s'est adapté. Les muscles se sont aussi adaptés. Il y a tout qui s'est adapté et il n'y a pas de mouvement. Et donc, du coup, en plus,
souvent c'est des personnes qui ont des tissus plus déshydratés. Ouais. Plus tu vieillis, plus tu te déshydrates. Donc en fait, tu restes figé dans ton pattern. Ok. Tu deviens un peu comme une momie. Ouais, on comprend bien l'évolution. C'est vraiment. D'accord, donc le fascia, très très important. Oui. Et ça vaut quoi alors les massages qui permettraient de, j'ai envie de dire, relâcher le fascia, mais je crois pas que ce soit le terme que les masseurs et masseuses utilisent. Non, juste de mobiliser. En général, j'essaie de mobiliser le fascia. Après, souvent, dans les techniques qui sont faites actuellement, tu as plein d'écoles qui se sont développées, qui ont commencé aussi, surtout chez les bodybuilders au départ, sur les adhérences un petit peu. Ils parlent de trigger point. C'est des formes d'adhérence qu'ils trouvent dans les fascias quand justement le fascia il est pas mobilisé correctement. Tu as une désorganisation. Donc le fascia il est composé de petites fibres et c'est comme si au lieu d'être bien organisé, ça se faisait une sorte de toile d'araignée. De nœud, quoi. De nœud, exactement. Ouais. Et c'est pas vraiment un nœud, mais c'est une désorganisation. Tu peux simplifier par un nœud. Et donc, eux, ils vont chercher à relâcher les adhérences. C'est les termes qu'ils utilisent. Maintenant, en réalité, ce que tu fais quand tu fais ça, c'est juste tu permets de restaurer le potentiel de glissement qui a été perdu. C'est juste ça, ce que tu fais. Tu restaures le potentiel. C'est réel, bien sûr. Ça a une importance et une efficacité sur ta pratique sportive et même, j'imagine, sur d'autres choses. Bien sûr. Et surtout, c'est toujours de se rappeler que quand tu viens faire un toucher, que tu viens travailler sur le fascia par le toucher, c'est un organe sensitif. Ça veut dire qu'il a des récepteurs à la proprioception qui va être stimulé quand tu vas le toucher par la main. D'accord ? Donc, si je viens mettre ma main dessus, c'est ça que ça va capter. Ça va donner un sentiment de sécurité au corps. Et le corps, la première chose qu'il cherche, à part l'économie de mouvement, c'est la sécurité aussi. Et le simple fait de venir stimuler par la main et de stimuler ses récepteurs, ça crée un sentiment de sécurité au niveau du corps qui peut débloquer plein de choses. Donc typiquement, quelqu'un qui n'est pas en sécurité parce qu'il a une blessure ou parce qu'il y a eu quelque chose, il a souvent ce mécanisme de défense. Et le fait de juste stimuler le fascia, ça peut permettre d'avoir une libération sur ce sentiment de sécurité. Et du coup, toute la mobilité se libère en résultante. Donc, tu as plein de dynamiques, c'est pas juste tu mobilises le fascia et ça va. Il y a le fait de le mobiliser, ça fait bouger les fluides. Il y a le fait de permettre de justement stimuler ces récepteurs sensoriels qui vont donner plus de sécurité, qui vont envoyer des informations au cerveau qui du coup va envoyer une autre réponse. Donc tu as plein de couches et c'est pas aussi simple que ça, mais oui, le fait de le stimuler, ça va te permettre de débloquer énormément de choses, de la mobilité, moins de douleur, un meilleur mouvement et pour le sport, forcément, c'est hyper important. C'est passionnant et la nature est bien faite. Hein. Oui. Tu sais qu'il y a 2 semaines, j'ai fait un massage des tissus profonds. Ouais. C'était douloureux, mais c'était bizarrement assez agréable. Le lendemain, j'ai fait ma meilleure séance. Tu t'es senti bien? Je me suis senti hyper bien. J'ai l'impression que tout glissait parfaitement bien. C'était peut-être psychologique aussi, hein, évidemment. Bien. Mais ça m'a fait un grand bien. C'était sur le haut du corps, tu vois. Et le lendemain, j'ai fait une séance haut du corps, justement. Je me suis senti hyper bien. Et on a parlé justement pendant cette séance de fascia parce que la première fois où je l'ai entendu, c'est dans le monde de la muscu et du bodybuilding, des gars qui voulaient, je sais pas si c'est de la broscience, tu vois, mais des coachs qui disaient on veut relâcher ou soulager le fascia pour permettre que le muscle puisse grossir dans de meilleures conditions. Oui. Bon, c'est sûrement parce qu'il le voit comme une enveloppe qui contraint un petit Exactement. peu et se retrouve probablement très exagéré, mais bon, c'était il y a un petit moment. Mais pour en revenir à ce massage, c'était vraiment une bonne expérience. C'est étonnant parce que tu as des personnes qui se sentent trop relâchées parfois après. Tu sais, il avait duré combien de temps ton massage? Il a duré 1 heure, je crois. Et c'était la veille. Par contre, c'était la veille. Ouais, c'était 24 heures avant ma séance. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as laissé le temps derrière de. Parce que souvent, si tu fais ton massage juste avant, ça peut être genre typiquement en compétition, en athlète, j'éviterais de lui faire une grosse séance sur les fascias juste avant. Je ferais très peu de passages sur le tissu pour pas trop relâcher ton tissu. Oui, elle m'a prévenu en plus, la masseuse, elle m'a dit ne t'entraîne, attends un petit peu avant de t'entraîner. Okay. Et j'ai dû faire le massage le mardi matin et je me suis entraîné le mercredi dans l'après-midi, donc un peu plus de 24 heures. Tout ça pour dire que je me suis senti super bien. Et tu sais, j'avais un peu d'appréhension, pas d'impréhension, mais et pas non plus un avis négatif sur les massages, mais je me disais que ça servait pas à grand chose. Et en fait, d'après ce que tu dis maintenant et d'après l'expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines, c'est un super ajout dans la vie d'un sportif, mais même chez tout le monde en réalité. Bien sûr. Moi, je suis 100% pour. Alors au départ, quand j'ai commencé dans le milieu du mouvement justement en entreprise, j'ai les étirements, le massage, ça sert pas à grand chose, il faut mobiliser, etc. En fait, je reviens sur ça pour la simple et bonne raison que
comme je te disais, pour moi, le plus important, c'est de restaurer de la sécurité dans le système et que le toucher, c'est ce qui rassure le plus l'être humain. En général, quand tu vas pas bien ou quand tu es angoissé ou quand tu as quelque chose, tu vas chercher ou même si on t'a fait mal, tu vas chercher quand souvent un enfant, quand il a fait mal, tu fais quoi? Tu mets ta main pour chercher à rassurer. Si tu cherches le contact de l'autre, l'embrassade, toutes ces choses-là, ça sécurise ton système. Donc, tout ce qui va qui va stimuler les petits propriocepteurs sur le corps et la partie sensorielle du corps, qui va ramener de la sécurité au niveau du système, c'est des choses qui vont te faire beaucoup de bien. Ça régule le système nerveux, ça te permet d'amener plus de parasympathique, d'être plus calme, ça te permet d'avoir du coup un peu plus de cohérence cardiaque. Tu as tout qui se régule au niveau du corps. Et du coup, tu bascules dans un état où tu peux récupérer, plus tu peux avoir un impact très positif au niveau justement de ta mobilité, au niveau du fascia. Et je pense que plus ça va aller, plus on va remettre l'emphase petit à petit sur toutes les techniques corporelles. Maintenant, la question, c'est qui est apte, parce que c'est le toucher. Et le problème, c'est que tu peux le juger de l'extérieur si jamais, toi, quand tu fais, tu sens rien. Mais forcément, la capacité du toucher, c'est quelque chose qui prend des années et des années et des années à développer. Et même moi, j'ai fait des formations sur les fascias, de techniques manuelles que j'utilise. Mais quand je compare mon toucher avec le toucher des formateurs que j'ai eus, mais j'en avais rien à voir. Je me disais, je suis aveugle du toucher. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment, tu t'en rends compte. Et lui me disait, mais est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens ça? Je disais non. Il avait beau me montrer, il me disait de toucher l'endroit exact, je sentais rien. Mais par contre, quand lui me faisait la technique sur moi versus un collègue à moi qui avait moins d'expérience. Le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit, sur mon résultat, sur ma mobilité, sur tout. Donc, tu peux faire très attention à ce qu'on juge comme technique. Ça dépend qui la pratique. Et il y a des choses, ça demande des années à développer, surtout sur ce qui est un petit peu non palpable comme le toucher. Ah ouais, c'est intéressant ça. Mais du coup, toi-même, t'es revenu sur ce que tu disais un petit peu et en tout cas, t'as complété ton discours. Ouais, je suis revenue un peu sur ça et petit à petit, je pense, je me penche de plus en plus de remettre du toucher, de remettre de l'humain, ce qui est compliqué avec la partie en ligne. Ouais. Mais du coup, j'essaie de travailler avec des collègues, des collaborateurs chez qui j'envoie ou chez qui je conseille. Mais ça m'arrive régulièrement de conseiller ça. Même les étirements, même des choses un peu plus... Il y a toujours du bon dans chaque domaine. La question, c'est juste de pas tout baser sur une technique, de comprendre qu'il y a pas mal de choses à travailler. Mais chaque technique a quand même des choses, même dans les techniques, que parfois je pourrais un petit peu critiquer, il y a toujours des bons éléments à apprendre. Et c'est juste comment c'est pratiqué, comment tu l'utilises. C'est souvent l'outil. C'est rare d'avoir un mauvais outil. C'est comment tu l'utilises et bien comprendre ton outil, dans quel cas c'est que tu as mal. Tu vas pas prendre un marteau pour, je sais pas, pour faire un trou dans le mur. Tu vois, tu vas choisir ton outil. Faut pas que je t'entende, mais tu vas choisir ton outil en fonction de ce que tu as besoin. Tu peux avoir un bon outil, si tu l'utilises mal, ça va être problématique. Très intéressant. Tu peux continuer tes massages, tu peux faire du fascia, ça se développe beaucoup, donc ça risque encore de... Mais je vais l'intégrer complètement à ma routine. Les massages, c'est sûr et certain. Là, tu peux essayer, tu as pas mal d'auteurs qui écrivent dessus, qui te proposent différentes choses. Ce qui est bien pour les fascias, c'est les mouvements en oscillation. Donc, par exemple, tu te mets dans une position au sol sur un étirement classique et tu viens faire des mouvements oscillatoires, tous les petits mouvements sur des micro-amplitudes. Par exemple, tu étires ton dorsal, mais au lieu d'être statique, tu viens faire des micro-oscillations dessus. Ça, c'est des choses qui stimulent pas mal le fascia. Ok, on note et puis hydratation. On prend soin de son hydratation et on essaye de faire des massages. Ouais. Tu as mentionné les pieds tout à l'heure. Ouais. Les pieds, bon, on imagine bien que c'est la base de tout et qu'ils ont une influence sur la posture. Mais à quel point est-ce qu'il faudrait être sensible ou en tout cas attentif à notre manière de marcher, à où on va mettre les pieds, au basket qu'on porte? Est-ce que tout ça a une importance? Alors oui, du coup, forcément. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles sur le sujet des pieds. Il y en a qui vont revenir vraiment sur tout ce qui est mouvement naturel, donc ne pas mettre de chaussures, avoir le pied en contact avec le sol. Marcher sur la terre, dans l'herbe, etc. Exactement. Même j'ai vu qu'en Asie, ils avaient développé des sortes de... Je crois que c'est en Asie, ils ont développé dans la ville des sortes de terrains avec de la boue. Tu peux marcher dans la boue un petit peu pour stimuler. Ou des galets aussi. Tu as plein d'endroits différents. Je crois que c'est en Corée. En Corée du Sud. C'est ça, je crois que c'était en Corée que j'ai vu aussi, ouais. Et donc c'est très bien. Maintenant, il faut prendre en compte pareil l'évolution dans laquelle on est. Le fait de marcher dans la nature, c'est très bien parce que t'as pas de surface plate dans la nature. T'as toujours un galet, t'as toujours un caillou, le sable, c'est jamais plat. Donc la voûte plantaire, qui est censée être dynamique, elle peut s'adapter correctement et elle peut être stimulée.
dans l'environnement humain moderne, les surfaces sont plates, les terrains sont complètement plats. Donc il y a très peu de stimulation pour la voûte plantaire qui lui permet de venir s'écraser. La voûte plantaire, même si tu as un pied plat ou un pied creux, comme vont dire certains, il y a toujours un peu de dynamisme qui doit se faire. Elle doit un petit peu se contracter et un peu se relâcher. Elle est élastique un petit peu, cette voûte. C'est un fascia, justement. Là où les gens ont mal souvent sous le pied, c'est un fascia. Si jamais tu marches que sur un terrain lisse et que tu n'as pas cette capacité-là au niveau du pied, ça va être très compliqué de la développer. Et c'est là où la chaussure vient amener une sorte de petit support en fonction de la structure de ton pied que tu as développé avec le temps. Ça va te donner un petit peu de support pour que ton cerveau, c'est même pas ton pied, la basket, c'est pas pour le pied qu'elle est faite. La basket, elle est faite pour ton cerveau. C'est que pour ton cerveau, il capte via les petits récepteurs qu'il y a sous le pied que ta voûte plantaire, elle s'aplatit dans quelque chose et il va envoyer une réponse de mouvement totalement différente. Donc la chaussure, elle est même pas faite pour le pied, elle est faite pour juste stimuler le cerveau différemment. Si tu marches sur un terrain, par exemple, plat et que tu as le pied très creux, bah tu as toute une partie de ton pied qui est plein de récepteurs qui va jamais être stimulé parce qu'ils vont jamais toucher le sol. Ouais, bien sûr. Okay, donc les chaussures barefoot, le fait de marcher pieds nus, c'est bien, mais ça dépend. Un, quel type de pied t'as, et deux, il faut bien s'assurer que tu as un pied qui est dynamique et qui est capable d'avoir une vraie pronation, donc de s'aplatir et ensuite de redevenir creux. Okay, ce qui n'est pas le cas de plein d'individus, et donc tu as des individus qui tolèrent pas du tout les barefoot. Alors il y a le fait de les mettre trop rapidement, de mettre ses chaussures plates, ou le fait de marcher sur des terrains naturels. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a une question de progression, non? Il y a une question de progression, et il y a une question il y a un moment, ton pied, tu vas devoir travailler la fonction qui lui manque. C'est pas juste le fait de marcher dans la nature qui va te permettre. Il faut que tu travailles la fonction qui lui manque. Donc, si ton pied il est tout le temps creux, il faut que tu lui apprennes à accéder à une phase où il va s'aplatir, il va s'élargir. Tu dois lui donner cette phase excentrique au niveau de la voûte plantaire. Si tu le fais jamais, bah, tu peux aller marcher dehors, mais tu vas continuer de marcher de la même manière. Ça va pas changer ta dynamique. Donc, tu as des individus qui ont de la chance, qui ont un pied qui marche très bien, ils basculent sur un terrain de ville, ils marchent pieds nus, il y a pas de problème. Et il y en a, bah, ils ont pas de chance et leur pied, il va très mal encaisser. Donc, c'est bien, mais il faut travailler à côté. C'est pas suffisant de juste dire je mets des barefoot et puis je me mets à marcher sur du goudron dans la rue pieds nus. Ça risque en général de développer des problèmes. Peut-être pas au pied, mais souvent, du coup, vu que le pied va mal absorber les forces et les chocs du sol quand tu vas marcher, ça va te donner des douleurs au tibia, souvent des périostites, des douleurs aux genoux, des douleurs aux hanches, des douleurs au dos. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça remonte? Ça remonte. C'est l'énergie. Si ton pied l'absorbe pas, parce que le pied c'est pas bien bougé, et que tu te mets à marcher sur un terrain dur et que t'as pas quelque chose qui absorbe les chocs, comme un petit peu la chaussure, bah là, les forces, elles vont être multipliées x 10 et du coup, bah ouais, ça va trinquer au-dessus. Donc, tu vas développer des problématiques. Donc, c'est bien de stimuler, idéalement en nature, quelque part où ton pied, si t'es en nature, si t'as du terrain chez toi, profites-en, pieds nus. Mais dès que t'es sur un terrain plat en ville, soit tu travailles ton pied à côté et tu peux te permettre, soit tu maintiens une petite chaussure qui va aider un petit peu à donner du ressenti si ton pied sait pas faire le boulot. Donc tu peux aller voir quelqu'un, un podologue, quelqu'un qui fait une analyse de la marche et voir comment ton pied travaille. S'il y a des problèmes, bah soit t'es pas feignant et tu fais des exercices soit t'es feignant et tu te mets une chaussure qui t'assiste pendant longtemps. Est-ce que c'est problématique de ne pas solliciter le pied pendant plusieurs heures de la journée? C'est-à-dire quand on est assis, on n'a pas le poids de notre corps qui... Non, parce que je pense que c'est un tissu qui, comme un autre, doit pouvoir récupérer un moment. Si tu marches, je sais pas, t'as déjà marché pendant 15 heures, au bout d'un moment, t'as envie de te reposer. J'ai déjà fait 100 000 pas en une journée. Voilà. C'était une mauvaise idée. On n'a pas envie de faire ça tout le temps. Mais par contre, oui, le stimuler, il y a des personnes, c'est vrai si tu restes assis toute ta journée dans ta chaise, tu prends la voiture, t'es assis et tu te mets sur ton canapé, ton pied travaille jamais. Là, ouais, il y a un problème. Ouais. Donc, il faut quand même stimuler. Après, t'as plein d'astuces. Par exemple, tu peux mettre chez toi les petits tapis d'acupression. Si tu peux le mettre sous ton lavabo, par exemple. Moi, je conseille de le mettre sous le lavabo patient. Et tu marches pieds nus dessus, là, les petits tapis qui ont les picots. Et pieds nus ou avec des chaussettes. Comme toujours, il faut jamais que ton système il soit en insécurité. Donc, si tes pieds sont très sensibles, tu peux avoir des réflexes qui sont encore présents, des petites choses de l'enfance qui ont été mal stimulées. Mettre des chaussettes, il faut que ce soit tolérable. Ou si tu tolères, pieds nus. Mais jamais mettre quelque chose. Si ton système il est en panique quand t'es dessus, c'est que c'est trop. Ouais. Le stimulus, il est trop important. Il faut trouver la juste dose pour que ça stimule assez, que ça te permette de t'habituer, mais que ce soit pas trop agressif. Sinon, tu vas être en schéma de protection et tu risques de développer plus de problèmes qu'autre chose. Il faut toujours trouver la juste dose. J'ai toujours pensé que ces tapis, ça servait à rien. Mais en fait, non, ça peut être sympa. Ouais. Et en plus, ça favorise la microstimulation au niveau du sang. Donc, ça vascularise tes tissus. C'est hyper intéressant. Moi, je fais une sieste dessus. Je te conseille de le faire. Ah ouais? Ce pour le dos, c'est incroyable. Tu fais tes meilleures siestes. Tu te mets celui qui est grand là pour tout le dos, tu t'allonges dessus et tu te mets la peau nue pour vraiment que ça stimule.
mais je m'endormais en 2 minutes dessus, que tu fais 10 minutes de sieste et t'es régénéré. Ouais, vraiment, Je m'en veux tellement parce que ma mère a acheté ça, je lui ai dit mais ça sert à rien. Non, vraiment, moi, toutes les personnes à qui j'ai conseillé, ça va pas régler tes problèmes de dos, ça va pas régler tes douleurs de dos. Mais c'est bon à Mais au prendre. niveau de la récup, franchement, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres zones dans le corps autres que, tu vois, on a mentionné les pieds, les yeux, et tu as parlé de plein de récepteurs qui étaient de partout. En fait, c'est toute notre peau qui a un giga récepteur? Toute la peau est composée de récepteurs. Tu as des zones qui ont plus de récepteurs que d'autres, type les pieds, les mains, exactement. Souvent, dans le cerveau, c'est des zones qui sont plus représentées, parce qu'il y a plus de récepteurs. Les pieds et les mains sont très, très, très importants. C'est pour ça que c'est avec ça qu'on vient capter l'environnement, qu'on vient toucher, qu'on vient prendre de l'appréhension, et que c'est important, qu'il faut les stimuler. Donc les mains, on les stimule souvent, les pieds un petit peu moins, mais c'est tout le corps qui est composé de récepteurs. Ok, bon à savoir. Tant que tu te brûles pas. Ouais, tant qu'on n'est pas en insécurité, on est pas mal, on peut y aller. Voilà. Et bon, j'imagine que la réponse est oui, mais il y a un lien entre le psychologique et la posture. Ouais. Mais à quel point et dans quel sens? C'est-à-dire que est-ce que c'est nos émotions qui vont impacter notre posture ou est-ce que c'est notre posture qui va impacter nos émotions? Est-ce que ça joue dans les deux sens? Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça de s'y intéresser ou faut pas trop l'intellectualiser et laisser couler Je vais te décevoir parce que ça va dans les deux sens. C'est un peu comme la poule et l'œuf, mais ça va dans les deux sens. Donc typiquement, si tu as une dérégulation émotionnelle, donc un bébé qui va pleurer, par exemple, qui va être paniqué, il va se mettre à faire... il va hyperventiler, ça va le mettre dans un schéma d'extension, d'accord? Donc forcément, l'émotion va engendrer une posture. Pourquoi? Parce que le but de l'émotion... le but de l'émotion, ça va être de mobiliser le corps pour pouvoir te défendre. Donc, si tu as une émotion de peur, tu vas te mettre en flexion pour te protéger. Si tu as une émotion de panique et que tu dois fuir un danger, tu vas te mettre à courir. Et donc, il faut que tu sois dans une position d'extension, qui est une position où tes érecteurs se contractent pour courir comme un sprinter. Donc, l'émotion va te mettre dans une posture qui va assurer ta fonction de survie par rapport à ce que tu es en train de vivre. Maintenant, la posture que tu vas adopter va aussi modifier l'émotion. Pourquoi? Parce que si tu restes en extension, par exemple, tout le temps et que tu développes cette habitude-là, tu viens modifier la position de ton diaphragme. Donc, tu vas avoir un diaphragme qui va être abaissé, tes côtes vont être ouvertes, tu vas être dans une position d'hyperventilation, d'accord? Comme quand tu vas être dans cette position-là. Si tu es toujours dans cette position-là et que ton diaphragme, du coup, ne travaille plus correctement, ne revient jamais en position de repos, tu vas entraîner un état de panique en permanence et du coup, tu vas engendrer cet état un petit peu d'anxiété qui est le même que l'anxiété qui amène à la posture d'extension. Donc ça va dans les deux sens. De la même manière, si tu restes tout le temps avachi comme ça, tu vas pas te sentir très dynamique, tu risques de te sentir un peu plus déprimé, moins énergique. C'est pour ça qu'en général, avant de faire une conférence, on te conseille de faire les power postures. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais, c'est des postures qui te permettent de te sentir un peu mieux. C'est exactement ça. C'est juste la posture va engendrer derrière une réaction de confiance, une réaction hormonale qui va être différente. Donc là, on parle bien de système nerveux sympathique et parasympathique. Parasympathique, ouais. Les deux vont vraiment de pair. Et t'as une auteure qui s'appelle Thomas Sana qui travaille dessus, qui te parle un petit peu des réflexes feu vert, feu rouge. C'est les réflexes que tu vas mobiliser quand tu es face à un danger. Donc justement, te mettre dans une position de fuite, une position de combat ou une position de protection et qui peuvent derrière rester chez un individu après un trauma émotionnel par exemple et qui vont impacter toute la partie posturale, mais aussi du coup la partie émotionnelle une fois que le trauma est passé, si tu restes dans ce schéma-là. Et tu as des conseils pour arriver à s'en rendre compte? Parce que c'est dur d'avoir le recul de se dire, attends, je suis en extension, peut-être anxiété, je suis un peu recroquevillé, peut-être en position de peur. Ouais. C'est hyper difficile d'avoir le recul nécessaire. Un petit selfie, caméra de profil. Se surveiller toute la journée avec des caméras. Petit selfie, caméra de profil, souvent le regard des autres. Et après, c'est les symptômes. En général, si tu sens que tu es hyper anxieux, que tu es très agité, que tu as du mal à dormir, que tu es fatigué, que tu récupères pas bien, tu peux déjà te dire, OK, je vais regarder, est-ce qu'il y a un lien avec ma respiration? C'est plutôt des positions ce qu'on voit le plus, c'est des positions d'hyperventilation en extension, genre cambré. Ça veut pas dire ne pas avoir les épaules enroulées, mais c'est vraiment le bas du dos très cambré, les côtes très sorties, le ventre très hypotonique, le dos très tendu. Ça, c'est la posture qu'on retrouve le plus. Et souvent, c'est associé à cette hyperventilation. Donc, tu le sens sur l'anxiété, le stress important, la panique. C'est ce que tu vas retrouver le plus. Est-ce que toi, tu arrives à t'en rendre compte quand tu es dans cet état-là? Ouais. De te dire, ah oui, attends, d'arriver à, tu vois, prendre un petit peu de recul et de te dire, ah ouais, attends, là, je suis dans une position d'anxiété alors qu'il y a peut-être pas de raison. Ouais. J'arrive à calmer les choses, peut-être calmer ma respiration, reprendre des cycles respiratoires normaux.
Ouais, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Donc, je pense que tu développes un peu d'hyper-conscience. C'est possible, mais c'est comme tout, ça demande de l'entraînement. Tu dis combien de temps, par exemple, le travail respiratoire, ça va apprendre à se réintégrer. Mais ça prend des années. C'est comme si demain, tu te mets à faire du yoga ou de la muscu. En 2 mois, tu vas pas arriver à faire tout ce que tu veux faire. Ça prend des années. Il faut le réentraîner parce qu'on perd complètement la conscience de ça. Et ce qui est assez fou, c'est que sur toute la partie respiratoire posture, c'est tout le travail des côtes qui doit être fait. C'est vraiment la partie des côtes qu'il faut mobiliser. Les gens ont des côtes très peu mobiles, souvent biaisées en rotation externe, en extension. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est cette variabilité de mouvement, que la cage thoracique puisse bouger. Et tout le monde parle de mobilité sur les réseaux sociaux, sur Internet, les kinés, les médecins. Tout le monde parle de mobilité du corps entier, les pieds, les chevilles, les hanches, les genoux, le dos. Personne parle du côte. Personne ne fait de la mobilité des côtes. Or, c'est la structure la plus importante. Et même si on parle de cage thoracique, c'est le terme de cage thoracique, ça fait un peu figé un peu, mais en fait c'est pas du tout figé, c'est une structure qui doit être mobile. On a des muscles entre chaque côte, c'est censé être mobile, c'est pas une cage, et personne ne se soucie de ça. Moi je trouve ça incroyable, il y a aucun problème, il y a aucun programme pour de la mobilité des côtes. Or c'est ce qui va modifier ta respiration, c'est ce qui va modifier toute ta posture. La posture vraiment va passer par la respiration. Les seuls que je vois faire ça, c'est les apnéistes. Tu sais, ils ont des exercices pour mobiliser carrément la cage thoracique, enfin les côtes. Ouais, bah c'est les seuls, et dans les chanteurs un petit peu aussi le font. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais les chanteurs ont aussi un petit peu des problèmes parfois parce qu'ils cherchent des techniques pour apprendre à beaucoup pressuriser leur corps. Mais les apnéistes et les chanteurs, les personnes qui font du yoga, il y a la branche du pranayama qui est la branche de la respiration, le font aussi. Il y a beaucoup de choses qui viennent de chez eux. Toute la tradition yogi en Inde, beaucoup de travail sur la respiration. Mais actuellement, c'est pas assez pris en compte, en tout cas dans la sphère du mouvement, dans la sphère du sport, dans la sphère de la santé. C'est très très peu. Et tout ce qu'on entend, c'est de la respiration abdominale. Or, tu respires pas, t'as pas des poumons dans ton ventre. Les poumons, ils sont en haut dans ta cage thoracique. Donc, c'est la partie thoracique qu'il faut mobiliser. Et mais après, de toute façon, les professionnels du sport, il n'y en a pas beaucoup qui sont formés à ça. Hein. Moi, j'ai jamais entendu aucun truc sur la muscu. Alors, ok, j'ai un BPGEPS, mais toi, en tant que préparatrice sportive, on t'a formé à ça? Non, j'ai fait BPGEP, j'ai fait STAPS, j'ai fait école de kiné. Il y a personne qui m'a parlé ni du diaphragme, ni de la cage thoracique, ni du plancher pelvien, ni de rien du tout. Après, un petit peu en cardio-respiratoire, en kiné, on t'en parle, mais on t'apprend des techniques toujours médicales. Ça veut dire quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital, qui a du mucus, il faut le moucher, il peut pas se moucher. On t'apprend à faire des techniques pour aider à excréter les trucs. Mais il y a jamais de technique vraiment pour travailler sur la mobilité des côtes, pour tout simplement pouvoir fonctionner normalement en tant qu'être humain. Enfin, c'est ce qui régule toute ta sécurité physique, ta sécurité posturale, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité cognitive. La respiration, c'est ce qui va tout diriger. Et ça va même diriger tes pensées, comment tu respires. Ça va te permettre d'avoir des pensées plus calmes, ou tu vas être dans un état anxieux. Tu vas pas réfléchir de la même manière, tu vas pas prendre des décisions de la même manière. Il y a rien qui va être régulé de la même façon. Et c'est ce qui te permet d'accéder à cet équilibre au niveau de ton corps. C'est ce qui permet de réguler tous les rythmes de ton corps. Tu as différents rythmes dans le corps et c'est ta respiration qui les régule. Et ça, c'est pas... On n'en entend pas parler, on en est vraiment au balbutiement. C'est ça que j'essaie un petit peu, tu vois, de le développer actuellement. C'est toujours compliqué parce que tu essaies de rendre ça accessible et tu peux pousser ça hyper loin, tu peux rentrer dans des trucs hyper complexes, mais tu as des bases que tout le monde pourrait apprendre qui sont quand même pas si compliquées que ça. Ouais, et qui peuvent changer la vie. Qui changent complètement la vie, ça change tout. Enfin, aujourd'hui, la dernière étude que j'ai trouvée, c'est 2023, une étude japonaise. 90% des sportifs, ils prennent des sportifs de haut niveau, différentes disciplines, des sports de force, des sports d'athlétisme, gymnastique. 90% des personnes qu'ils avaient testées avaient une respiration dysfonctionnelle. C'est énorme, c'est-à-dire 9 athlètes sur 10. Ouais, c'est tout le monde. Ouais. Et ils estiment que à peu près, on respire à 50-60% de nos capacités. Ça veut dire que on a un 40-50% de notre capacité qu'on n'utilise pas. Et si 90% des athlètes respirent pas correctement, ça veut dire qu'on a un potentiel de performance à développer qui est énorme, qui est juste énorme. Et c'est pas du tout. Pour moi, c'est la plus grosse avancée qu'on peut faire pour la santé, pour la performance, mais toute la santé physique, la santé émotionnelle. C'est la respiration. Même un entrepreneur, un businessman, tu lui apprends à respirer, son entreprise va forcément mieux fonctionner parce que tout va être différent dans sa prise de décision. On a fait un podcast sur la respiration il y a 3 mois. Ouais. Sur là, on discute, je te l'enverrai, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, avec Yvan. Ouais, avec Yvan. Ouais. Bah oui, je connais évidemment. Ah bah ok. Ouais. C'était passionnant. Ouais, il est passionnant, Yvan, bien sûr. C'était passionnant et évidemment, c'était le même constat. Hein. La respiration, ça peut être la meilleure façon d'améliorer ses performances. On a beaucoup parlé des sportifs, mais les sportifs, tu trouves qu'ils sont plus à même de mal respirer ou pas forcément?
C'est juste que l'étude en question a été faite sur des sportifs, celle de 2023 que tu as mentionnée. Celle-ci, elle est faite sur les sportifs pour justement voir l'impact. Si jamais les sportifs avaient une capacité, parce que tu dis un sportif, il est censé peut-être mieux ventiler, alors que c'est pas le cas. Maintenant, je pense que le sportif respire éventuellement encore moins bien, pour la simple et bonne manière que le sportif, il va avoir tendance à être biaisé dans un chemin. Tu prends par exemple sur les sports de force, que je fais les sports de force, l'athlète, il va tout le temps être en extension et il va jamais avoir une expiration qui est faite correctement. Donc, c'est des athlètes qui reviennent jamais à un état parasympathique, un état de calme, un état de récupération. Donc, c'est des athlètes qui vont toujours être dans cet état de fight. Très compliqué pour la récupération. Et il faut leur apprendre le schéma inverse. Donc, l'athlète, c'est pas parce que tu es athlète que tu respires forcément mieux. Pas du tout. Je pense que autant les sédentaires que les sportifs vont avoir des problématiques juste différentes. Par exemple, chez certains sédentaires, je vais voir plutôt une difficulté à juste respirer, ne serait-ce qu'à inspirer, souvent des côtes très figées, ça bouge pas du tout. Mais très étroit, ça va pas beaucoup s'ouvrir. Chez certains athlètes de force, bodybuilders, etc., tu vas voir plutôt ils sont bloqués dans un schéma. Ils arrivent très bien d'inspirer, mais ils sont bloqués. Ils n'ont pas cette variabilité de mouvement. Donc, tu vois des choses un petit peu différentes dans l'un ou dans l'autre. Et ça impacte différemment, du coup, la psyché, le corps, la posture et tout ce qui va avec. Ouais, ça peut être les sportifs comme les sédentaires. Ouais. Tu fais des exercices pour le diaphragme ? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Ouais. T'en aurais à nous recommander est-ce qu'ils sont accessibles pour tout le monde ? Ah oui, c'est accessible, en plus t'as pas besoin de matériel. Déjà, tout simplement, tu peux faire de la mobilisation et masser. Ça, je l'ai beaucoup des athlètes qui me disent, ne serait-ce que, ça c'est sur les athlètes de course, un peu crossfit, aerox, des douleurs au diaphragme parce que le diaphragme ne bouge pas correctement, ou le diaphragme est très peu endurant, donc a tendance à se spasmer. Donc ça, tu peux faire des mobilisations de massage classiques. Et on est d'accord que le diaphragme, c'est vraiment en dessous les côtes. Là. Ouais, ça c'est la séparation entre ton thorax et le ventre. Et t'as deux diaphragmes en fait. T'as deux petites coupoles. T'as une coupole à droite, une coupole à gauche. T'en as une qui est plus grosse que l'autre, mais t'as deux coupoles. Et ça vient vraiment faire cette séparation. Ça s'insère sur tes côtes, ça t'insère ici sur la partie de la cage thoracique et dans le dos aussi également. Donc ça va avoir un impact sur toutes les douleurs de dos. C'est pour ça que souvent, quand t'as des problèmes de respiration, on te dit à la respiration, ça peut donner des douleurs de dos parce qu'il s'attache sur le dos. Mais déjà, j'encourage tout le monde qui écoute ce podcast ou qui le regarde à taper diaphragme sur Google, juste pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est hyper difficile de visualiser. Bien sûr. C'est vraiment difficile, et déjà de savoir à quoi ça ressemble, ça permet de mieux appréhender et de savoir où il se trouve et comment on peut le sentir. Puis il fonctionne bizarrement parce qu'il est un peu sous forme de coupole, ça fait un peu comme une méduse. Quand t'inspires, il s'abaisse. C'est un petit peu, il fonctionne un peu bizarrement. Donc souvent au départ, c'est un peu contre-intuitif, ouais. C'est contre-intuitif, exactement. Et il a en plus, il fonctionne pas, il a une fonction un petit peu réflexive quand t'expires. Donc c'est un muscle un petit peu particulier, mais qui est hyper intéressant parce qu'il régule tout ton corps. Et oui, des exercices, tu peux en faire plein, mais le simple fait de travailler, par exemple, des expirations lentes et prolongées, tu vas déjà stimuler ton diaphragme parce que tu vas lui permettre de bouger davantage. Donc le diaphragme, il va stimuler tout simplement par la respiration. Donc pour l'entraîner, il faut que tu entraînes ta respiration et tu as différentes techniques. Le problème, et je pense aujourd'hui c'est le plus gros, c'est que tu as des écoles qui se sont développées, par exemple Wim Hof, qui travaillent beaucoup avec des protocoles d'hyperventilation, les écoles de yoga, et souvent, si tu parles avec quelqu'un, un athlète qui fait de la respiration, il va dire « Ah, moi, je fais de la respiration, ça va. Je connais Wim Hof, par exemple, je connais tel truc. » Mais en fait, tu as autant de respiration que d'objectifs que tu veux avoir. Et Wim Hof, par exemple, ça va être super pour quelqu'un qui veut travailler la facilité à aller dans un état sympathique, avoir ce travail d'hyperventilation. Mais quelqu'un qui hyperventile déjà, faire du Wim Hof, c'est pas forcément intéressant. Ouais. Et du coup, c'est pas de faire de la respiration pour faire de la respiration. T'as plein de manières de faire de la respiration. T'as des protocoles différents qui vont amener des résultats différents. Et du coup, il faut comprendre ce que tu fais. C'est pas juste de respirer pour respirer. Si tu fais une inspiration de 3 secondes et une expiration de 6 secondes, c'est différent que si tu inspires sur 3 et t'expires sur 3. Si tu fais une pause avant d'inspirer ou si tu fais une pause après l'inspiration, ça va être différent dans la résultante de ton système nerveux. Tout va être différent. Et ça, tu dois le prendre en compte. Donc c'est pas juste j'apprends à respirer, c'est vraiment j'apprends le fonctionnement et les mécanismes pour savoir quelle méthode entre guillemets utiliser. Et ça va même plus loin. Donc t'as le protocole de respiration, les temps d'inspiration, les temps d'expiration, les pauses, et où est-ce que tu vas orienter l'air dans ton corps. Donc si je te fais respirer, mais que tu es complètement verrouillé ici, ou que tu es complètement verrouillé dans le dos, tu vas pas du tout avoir les mêmes bénéfices sur ce que tu veux faire. Donc typiquement, si mon but, moi avec la respiration, je donne de la mobilité aux gens. Par exemple, si tu es bloqué sur ta rotation interne, ici, je vais te faire respirer dans la partie antérieure de ta cage thoracique. D'accord ? Donc si tu es très verrouillé, je vais t'aider à respirer
ici, dans cette partie-là. Maintenant, si je te donne l'exercice, mais que tu es complètement verrouillé, que tu le fais pas, bah ça va servir à rien. Cet exercice va servir à rien. Donc il y a où est-ce que je vais respirer, entre guillemets, où est-ce que je vais orienter un petit peu l'air, la pression dans mon corps, et il y a quel protocole je vais faire. Donc tu as beaucoup de choses à prendre en compte dessus. C'est vraiment intéressant, hein, et c'est que le début en fait. Ouais, c'est que le début. Je pourrais même aller encore plus loin, c'est super intéressant, mais tu vois, c'est pas le sujet du jour, mais c'est intéressant. C'est que dans le corps, tu as plein de petits rythmes, tu as des rythmes partout. Nos cellules, elles vibrent, elles ont des rythmes. Et la respiration, elle va donner un rythme, elle va harmoniser le rythme de tout ton corps. Donc, c'est un petit peu comme si tu avais un orchestre dans ton corps. Okay, tu as ton cœur, tu as ton cœur, tu as ta respiration. Chacun va amener un rythme, d'accord ? Tu as tes pieds, tu vas marcher. Chacun va amener un rythme. Et ces rythmes, ils doivent être synchronisés. Il doit y avoir une certaine harmonie. Ils doivent pas aller au même rythme, mais ils doivent y avoir une harmonie. Et la respiration, elle va permettre d'harmoniser tout ça. Et ça, c'est vraiment vu au niveau physique. Tu as des vibrations qui se font. Chaque cellule vibre à une certaine fréquence, d'accord ? Et cette fréquence-là, elle doit être harmonieuse. Si tout est désorganisé, ça va pas. Et c'est souvent des individus qui sont malades. Et donc ça, c'est la respiration qui va permettre de réharmoniser le rythme de toutes les cellules de ton corps. Et ça veut dire que, tu sais, des fois, je tombe sur des vidéos YouTube, respirer à telle fréquence, je sais pas combien de hertz. Ouais, c'est ça. C'est des hertz, ouais. C'est ça? Ouais, bien sûr, mais ça, c'est prouvé 100%. Ah ouais, ok. Et ce qui est fou, c'est que tout ce que tu utilises, le téléphone, ça fait vibrer tes cellules à une fréquence différente. Donc, si t'es exposé énormément, justement, au téléphone, à la télé, ça fait, tes cellules changent de fréquence, ça crée une disharmonie dans le rythme. Et ça, c'est un facteur de maladie, entre guillemets. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ouais. Ça crée un chaos en interne, si tu veux. Et cette fréquence-là, en fait, on a ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Tu as une fréquence qui permet d'avoir... C'est l'état où tu as c'est un peu complexe. Je vais pas trop en parler, ça va être trop complexe, mais c'est un état où, en gros, tu vas atteindre l'harmonie parfaite au niveau du corps. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le flow? Non, mais on pourrait appeler ça le flow des cellules, ouais. Okay. C'est l'état où tu vas avoir une amplitude maximale de vibration de ta cellule. Et cette amplitude-là, c'est l'amplitude de la cohérence cardiaque. Si tu en entends parler de la cohérence cardiaque, c'est une fréquence de 0,1 Hz. Et cette fréquence-là, tu peux la voir si tu respires 6 fois par minute. Okay. D'accord? Aujourd'hui, les individus, la norme, on va te dire que c'est 12 fois, 13. Or, c'est faux. C'est juste que actuellement, on hyperventile. Ça devrait être 6 pour être dans cette cohérence. Et c'est vraiment l'état de résonance maximale du corps qui permet d'être en cohérence cardiaque et qui permet d'avoir le système parasympathique le plus actif possible. Mais ceux qui écoutent et qui regardent ce podcast, tester un 6 respirations par... C'est compliqué. C'est compliqué, ça fait une expiration et une inspiration qui dure 10 secondes. Ouais, 10 secondes. Là, c'est un tempo en général, ça va être du 4-8 à peu près ou du 3-6, quelque chose comme ça, tu vois, à peu près. Parce que tu veux toujours expirer 2 fois plus longtemps. Mais bien sûr, c'est compliqué, mais c'est compliqué parce qu'on hyperventile au quotidien et qu'on a oublié de le faire. Mais si aujourd'hui tu passes un mois à travailler ça va pas te paraître compliqué du tout. Ah, mais c'est surtout ça. Je me dis comment on en est arrivé là. T'imagines que 12-13, c'est considéré comme normal. Aujourd'hui, les gens qui sont à 20. Et Yvan nous disait que même certaines personnes qui sont à 18-20. C'est énorme. C'est énorme. C'est 3 fois plus. Ouais. T'as les personnes qui respirent comme ça. Et puis, tu as toutes les apnées aussi que tu fais un petit peu au cours de la journée sans que tu te rendes compte. Mais souvent, quand tu es sur un écran, tu es en apnée. Quand tu te lèves d'une chaise, tu es en apnée. Tu as souvent des petits moments d'apnée dans la journée. Tu as des petites... On a perdu ce flow, ce rythme. Ça, toujours, de toute façon, c'est un autre podcast, ça sera hyper spirituel, mais tu dois avoir toujours un flow. Tu dois avoir un rythme. Vraiment, le rythme, c'est ce qui guide tout dans ton corps. Dès que le rythme, il est perdu, c'est un signe de maladie. Et la respiration, c'est ce qui va te permettre de le donner. Mais la plupart des gens, bah oui, le stress, ça fait que tu modifies ton schéma respiratoire. Et c'est OK, c'est normal. Tu as besoin d'avoir une respiration accélérée quand tu es face à un stress. Mais si tu es sujet à des micro-stress qui, en fait, ne sont pas des vrais stress dans ta journée et que tu dérégules tout le temps et que tu reviens jamais à un état de base, d'équilibre un petit peu, bah là, c'est problématique. Mais le fait d'avoir une respiration qui s'accélère, d'hyperventiler, si ça existe, c'est que c'est nécessaire pour le corps. T'as rien dans le corps qui sert à rien. C'est normal, c'est nécessaire. Juste, on a perdu la capacité, 1, à s'en rendre compte, 2, à réguler rapidement. Et c'est ce qu'on veut avoir. Moi, c'est ce que je fais avec les athlètes. Tu me disais, est-ce que tu travailles le diaphragme? Oui, en début de séance, pour les faire sortir de leur état de dérégulation, en fin de séance pour les re-réguler, parce que pendant la séance, si je fais faire un effort intensif à quelqu'un, il va forcément déréguler au niveau du schéma respiratoire. Si je lui fais faire un tout petit peu de respiration, même 5 minutes en fin de séance, je vais lui permettre de revenir plus vite à un état de récupération, et donc il va être plus rapidement prêt pour sa prochaine séance, il va plus vite se mettre à surcompenser, la réparation tissulaire, elle va se faire beaucoup plus rapidement, etc. Sur la respiration, tu as un truc qui s'appelle HIF1, c'est un peu comme IGF1 pour la muscu, mais c'est un
un facteur d'hypoxie. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu viens travailler la respiration et que tu stimules ce facteur-là, c'est un facteur qui te permet d'avoir une réparation tissulaire beaucoup plus rapidement. Ça permet de réparer l'ADN, d'accord ? Tu as une réparation au niveau de la structure de l'ADN et ça te permet d'avoir tout simplement la guérison tissulaire qui va se faire. Donc le fait de respirer, c'est pas juste je respire pour être zen ou ma méditation. Non, ça va vraiment impacter rapidement la guérison tissulaire. Ça va développer de l'EPO, donc ce qu'utilisait Lance Armstrong pour se doper sur le cyclisme, avec de la respiration, avec du travail en apnée, avec du travail respiratoire. Tu peux le stimuler, par exemple. Tu peux le stimuler naturellement. Donc tu peux doper ton corps naturellement par la respiration. Juste, il faut savoir ce que tu fais et comment tu le fais. Tu penses du coup que les sportifs ont une approche un peu trop bourrine du sport et qu'on se concentre vraiment sur le pragmatique, c'est-à-dire on veut des gros muscles, on veut un max de performance, mais sans s'attacher à des choses qui sont un peu plus abstraites. Et je dis abstraites parce qu'on s'y connaît pas bien, mais c'est très concret comme t'en parles, parce qu'il y a plein de mécanismes qui sont prouvés, etc. Ouais. Tu penses qu'on est un peu trop bourrin dans l'approche ? Ouais, je pense. Après, c'est bien. Moi aussi, j'aime bien. Quand je vais à la salle, j'ai pas envie de réfléchir. J'ai pas envie de réfléchir. Ah, faut que j'ai ça. Non, quand je vais à la salle, j'ai envie de pousser, j'ai envie de, voilà. Mais il ne faut pas avoir une approche peut-être un peu plus complète pour durer le plus longtemps possible. Il faut s'éduquer un peu. Parce que ça marche pendant 5-10 ans d'être un bourrin, mais peut-être que si on veut faire du sport toute notre vie, ce qu'il faudrait faire, faut être un petit peu plus attentif. Si tu veux de la longévité, que tu veux durer sur la durée, oui, il faut le prendre en compte et il faut s'éduquer et il faut en faire un petit peu. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, mais un petit peu régulièrement, en être conscient, ça va changer un peu ton approche et tu peux l'introduire dans ta muscu. Par exemple, tu peux faire, si tu fais du bodybuilding, tu fais de l'hypertrophie en muscu en salle, tu peux très bien le faire avec tout simplement comment tu vas faire ton exercice, faire un exercice en respiration nasale, en flow, tu peux faire des extensions triceps à la corde en flow ou tu peux les faire de manière très agressive et tu vas modifier le schéma. Donc tu peux l'intégrer dans ta pratique en fait. Ça demande juste de savoir quel outil utiliser. J'ai dit ça une fois, je me suis fait insulter. C'est vrai ? Parce que je voulais tester, je suivais un bodybuilder que je trouve très intéressant, il s'appelle Ben Pakulski, c'est un Américain. Il se qualifie comme le yogi du bodybuilding. Donc il a une approche un peu zen, mais il est énorme. Ouais. Et il recommandait de faire il disait qu'il faisait certaines de ses séances en respiration nasale du début à la fin. Ouais, bah c'est pas du bullshit. C'est pas du bullshit. Non, pas du tout. Et j'ai voulu essayer et je partageais ça sur les réseaux sociaux de manière très innocente et je me suis fait insulter. Bah ouais. Genre, mais comment ça, tu respires par le nez pendant une séance de muscu, on n'est pas là pour faire du tricot, on est là pour envoyer, etc., etc. C'est juste l'approche no pain no gain, je pense qu'il vient décrédibiliser, mais c'est comme un dia, tu fais des exercices bizarres, mais c'est juste un manque d'éducation, d'ouverture et d'ici 5 ans, il suffit que quelqu'un d'hyper connu en parle et ça sera différent. C'est toujours qui va en parler et du coup, ça va commencer à être accepté. Une fois que c'est accepté, ça va être bien visualisé et ça va être intégré. Mais non, c'est très intéressant. Ça permet même de repousser l'état de fatigue. Tu peux tenir des séries beaucoup plus longues, par exemple, sur un protocole en respiration nasale parce que tu maintiens un état parasympathique. Et tu as toujours un état d'équilibre entre ton sympathique et ton parasympathique. Et tu peux augmenter l'intensité tant que tu équilibres les deux et que tu laisses jamais complètement cracher en sympathique ou complètement cracher en parasympathique, tu peux pousser ton intensité beaucoup plus loin. Donc, dès que tu vas commencer à déréguler, si tu intègres un petit peu de flow, par exemple en respiration nasale, tu vas pouvoir aller plus loin dans ta séance, plus loin dans ton effort. C'est hyper intéressant. Tu peux vraiment faire des trucs de dingue avec. Mais ça demande du temps de pratique et de comprendre. Et c'est pas du tout ésotérique, comme tu dis. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font du tort à cette dimension-là, parce que tu as des personnes qui en parlent, qui ont un côté très spirituel, très exotérique, un peu gourou, tape à l'œil sur Instagram, ça ressemble plus à rien, on dirait que c'est de la sorcellerie. C'est ça, exactement. Et ça, chamanisme, j'ai vu des vidéos marrantes où ils se foutaient un peu de la gueule de ça et c'est vrai, on dirait ça va trop loin. Et forcément, les gens, ils se disent, ça, c'est n'importe quoi. Mais en réalité, il y a plein de trucs hyper scientifiques, que c'est prouvé physiologiquement, scientifiquement, tout ce qui est vibration cellulaire, c'est prouvé. C'est pas des trucs qui sont complètement ésotériques. La partie sympathique, parasympathique, elle est hyper étudiée. C'est appliqué dans les hôpitaux, c'est appliqué par des scientifiques. C'est pas du tout chamanisme. Oui, bien sûr. C'est juste, il faut se renseigner. Et le problème, c'est qu'il y a peu de formations accessibles qui prennent en compte cette partie quand même la scientifique et qui l'appliquent de manière concrète. T'as soit des trucs hyper scientifiques réservés aux personnes qui travaillent dans des laboratoires, soit t'as des trucs hyper pratiques mais qui sont complètement ésotériques ou qui sont pas du tout, y a pas de pont. Et du coup, ça c'est compliqué, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce que du coup, forcément, personne n'arrive trop, ou les personnes le voient.
les gens le connaissent, mais ne voient pas comment ils vont pouvoir l'appliquer dans leur sport, type à la musculation. Alors qu'en fait, t'as plein de liens à faire, de connexions. Tu crois que ça fait partie du parcours d'un sportif ou même d'un éducateur scientifique de commencer de manière très bourrine et puis petit à petit d'aller explorer d'autres choses pour réaliser qu'en fait ça pourrait être un ajout intéressant soit à sa pratique soit à son enseignement? Quand ils se blessent seulement, c'est tout. Ah ouais. Les gens vont toujours chercher les trucs un peu ésotériques quand ils sont vraiment au fin fond du fin fond du fin fond. Moi, j'y suis arrivée un petit peu comme ça. Pareil, j'avais tendance à bourriner. Je faisais du crossfit un peu en compétition. Je faisais de l'haltérophilie, de la force. Je bourrinais jusqu'au jour où mon corps, il a dit non. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Après, j'avais toujours une petite intuition sur ces trucs-là. Ouais. Mais de manière globale, tu le vois chez les personnes. La partie respiratoire, ceux qui arrivent, ou les choses un petit peu alternatives, c'est soit des blessures physiques importantes, soit les personnes qui ont des blessures émotionnelles importantes. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est marrant, t'as un groupe de mecs qui s'est développé, qui fait des bains de glace avec de la respiration, et ça a été lancé par un mec qui a fait une grosse dépression, qui a commencé à faire ça pour lui, à se baigner, à faire des protocoles de respi dans l'eau glacée, et différentes Wim Hof, mais des choses comme ça, et ça l'a vachement aidé. Et du coup, maintenant, il a invité plein de mecs à faire ça, qui sont justement un peu bourrus, voilà, des mecs un peu de la salle qui s'intéressent pas à ça. Donc il y a toujours un point de départ quand même pour aller vers ces choses-là. C'est un déclencheur. Ouais, sinon spontanément, tu fais ce qui t'amuse le plus. En général, ce qui t'amuse le plus, c'est d'aller à la salle et de bourriner. Pas de poser de questions. Pas de poser de questions. Respirer avec la bouche ou le nez, on s'en fout. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mais t'en vois maintenant des athlètes, tu vois des sprinteurs qui font des sprints en respiration nasale sur je sais pas si t'as vu, je vais pas me souvenir du nom, mais il y a une athlète ou un athlète qui a justement gagné un des gros sprints sur une grosse compète inter en full respiration nasale. Ouais. Full respi nasale sur un gros sprint, un 100 mètres, je pense. Ouais. Trop intéressant. Moi, j'ai vu un gars qui fait un marathon en respiration nasale. Full nasale. Ouais, ça, par contre, ça demande vachement d'entraînement. Après, c'est des défis. On sait qu'il y a un peu de show-off là-dedans, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu jusqu'où peuvent aller certains. Ça demande un vrai contrôle, en fait. Surtout, ça, ce qui est très intéressant, c'est que tu apprends avec la respiration, tu peux stimuler ton mécanisme de la peur et de la panique. Parce que la plus grosse panique que tu peux avoir, c'est de décéder. Et le fait d'être en respiration nasale ou de manquer d'air, tout de suite, c'est une menace énorme pour ton corps. Donc, tu peux vraiment stimuler la capacité à dépasser ta peur, à explorer toutes les angoisses qui ne sont pas du tout censées, parce que tu sais que tu peux respirer quand tu veux. Tu peux t'arrêter de respirer. T'as personne qui est en train de te boucher le nez, tu sais. Mais du coup, tu peux vraiment l'utiliser pour explorer plein de choses. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que tu t'as pas besoin d'outils, ça coûte pas cher, t'as pas besoin de matériel. Bien sûr, t'as des appareils aujourd'hui qui existent pour la respi, mais t'as pas besoin de ça. Tu peux travailler. Tu peux faire tout ça. Ouais, t'as des choses intéressantes qui optimisent, mais t'as pas besoin de tout ça. C'est le truc le plus gratuit. C'est le meilleur outil que tu peux avoir pour ta santé, qui est gratuit, que tu fais 25 000 fois par jour. Et si tu arrives à l'optimiser et que ça devient un petit peu réflexif, ça veut dire que 25 000 fois par jour, tu vas optimiser ton corps. Chose. Ouais, c'est incroyable. C'est le truc que tu vas faire le plus souvent. Je trouve que c'est un peu comme, tu sais, l'histoire des 10 000 pas ou de faire des pas. C'est quelque chose d'accessible à tout le monde, de faire tout le temps, dans n'importe quel environnement. Et c'est un atout incroyable pour la santé. Qui fait une grosse différence. Tu le sens tout de suite, bien sûr. Sur n'importe qui, le fait de pas marcher à passer à marcher, t'as une différence énorme. Et pourtant, c'est des petites choses qui sont, comme tu dis, c'est accessible à tout le monde. Ça devrait être des basiques, mais ils sont perdus. Ouais. Tu vois, je pensais à un autre truc. Déjà, je pensais au fait que quand je vais faire mes footings, moi, je les fais toujours en respiration nasale. Ouais. Donc, je ferme la bouche. Mais ça me permet d'aborder un autre sujet, c'est celui de la mâchoire. Ouais. Parce que, du coup, quand je vais faire mes footings, ça dure des fois 1 heure et demie, j'ouvre pas la bouche. Et j'ai parfois un peu la mâchoire serrée. Tu serres les dents? Je serre les dents, ouais. Ok, tu serres les dents la nuit aussi? Non, je serre pas les dents la nuit. Mais justement, ça me permet de faire une transition sur l'importance de la mâchoire et des dents. Parce que j'ai entendu que c'était aussi très important. Ouais. Pour la posture générale, mais pour la santé. Ouais, c'est un capteur postural comme les yeux, comme la peau, comme les pieds, qui est très important. Dents serrées et anxiété, non? Ouais, dents serrées, anxiété ou recherche de stabilité. Donc tes dents, je sais pas, ça fait rigoler mes patients, mais les dents c'est comme les pieds. Donc la manière dont tu vas gérer ton appui du corps dans les pieds est le même que tu vas gérer au niveau de la bouche. Okay. Donc par exemple, si tu as tendance à être très sur l'avant de ton pied dans ta posture, tu vas avoir tendance à avoir les canines très en contact, très serrées, d'accord? Si tu as plutôt ton poids sur les talons, ça va être les molaires par exemple. T'as des personnes qui sentent jamais les molaires en contact. Souvent, c'est des personnes qui sont très 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 portées sur l'avant du pied. Donc la bouche, c'est comme le deuxième reflet de ton pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme un contact avec le sol. Les deux contacts de tes dents, ça va créer un ancrage et ça va créer une stabilité
pour tout ton corps. Et si ton occlusion, elle est un peu décalée, donc typiquement toi, par exemple, si tu serres les dents, peut-être c'est parce que tu manques de stabilité un petit peu dans ton corps ou au niveau de tes pieds et tu la recherches au niveau de la bouche. C'est pas problématique si tes dents sont bien emboîtées, alignées. Pas juste de l'orthodontie, parce que l'orthodontie, elle peut te mettre les dents jolies, mais c'est le fait d'avoir vraiment les dents au bon endroit. Tu es censé avoir des contacts qui doivent se faire bien spécifiques. Et ben si ça, c'est pas équilibré, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas serrer les dents, tu vas créer un déséquilibre qui va se transférer sur tout ton corps. Donc c'est hyper important. Et le fait de retirer des dents, ça va avoir un impact. Le fait d'avoir du plombage dans la bouche, ça va avoir un impact. Tout ce que tu vas faire au niveau de ta bouche, ça va avoir un impact sur ta posture directement. Ouais. Donc le fait que tu serres les dents, c'est sûrement une recherche de stabilité que t'as pas ailleurs. Surtout si tu le fais pas la nuit, que tu le fais que quand tu cours, bah ça peut être un signe. Faudrait regarder tes pieds, je sais pas. La nuit, j'en suis sûr et certain que je le fais pas. Okay. Et moi, c'est que mes molaires qui se touchent, je crois. C'est le. Ouais, bah c'est peut-être tu cherches. Mes dents du fond, hein. Tu cherches peut-être à te restabiliser justement sur l'arrière de ton pied, tu vois, parce que t'as peut-être ce petit équilibre. Je te vois sur. Faut faire une corrélation, faut regarder l'ensemble de ton corps, bien sûr. Pas juste la bouche, mais ça peut être une des causes de trucs. Et t'as peut-être du coup une mauvaise occlusion parce que t'es pas censé avoir que les molaires qui se touchent. T'es censé avoir l'ensemble de tes dents. Il y a pas de mieux ou de moins bien. Et c'est un rapport avec les dents de sagesse qui ont été enlevées ou n'a rien à voir? Ça peut avoir un impact. De manière générale, les dents de sagesse, t'aimerais les garder si t'as bien la place pour les avoir. Tu voudrais pas les retirer. Des gens qui les font retirer alors qu'ils n'ont pas besoin. Si tu peux les garder, t'aimerais les garder. Maintenant, tu peux si tu les retires, c'est pas dramatique, mais il faut que le reste fasse bien son boulot. Si tout fait pas son boulot, bah là, ouais, tu peux chercher justement à te stabiliser ailleurs. T'as des dents manquantes? J'ai pas de dents manquantes. Enfin, si, juste les dents de sagesse qu'on m'a enlevées à l'adolescence, tu vois. Oui. Mais sinon, rien de tout ça. Et pourquoi serrer les dents la nuit, c'est un problème? Parce que du coup, quand tu vas serrer les dents, souvent, tu vas modifier un petit peu la position linguale de la bouche. On parle de serrer la mâchoire ou de faire grincer les dents? Tu sais, il y en a certains, quand ils dorment, ils font grincer les dents. Ouais, c'est deux trucs différents. Donc souvent, c'est une sphère émotionnelle, c'est plus l'anxiété. Le bruxisme, là, c'est vraiment souvent l'anxiété. Le serrement dentaire aussi, c'est de l'anxiété. Mais tu as deux problématiques majeures qui vont se faire. Un, bah, tu vas lésionner tes dents petit à petit, et ça, c'est problématique, parce que tu vas générer des tensions sur les articulations temporomandibulaires, qui derrière peuvent déclencher des tensions en cou. T'as un disque ici, comme les disques que t'as dans le rachis vertébral. T'as des petits disques ici, qui aussi s'usent, et du coup, tu peux perdre en capacité d'ouverture. Plus tu vas serrer les dents, plus tu vas ouvrir la bouche de moins en moins. Donc, t'as des gens, la norme, c'est d'avoir 3 doigts entre les dents du bas, les dents du haut, si tu fais ça. Ok? Je dois pouvoir les faire passer. Ouais, exactement. Si tu veux manger un kebab, en général, ça va. Ça passe. Parce que moi, je suis un goinfre, donc ma bouche, je l'ouvre. Maintenant, il y a des gens, ils perdent. Ils sont même pas capables d'ouvrir la bouche autant. Plus tu vas serrer les dents, plus tu vas user le disque, plus tu vas perdre cette capacité d'ouverture qui est importante. Comme le reste du corps, de toute façon. Comme le reste du corps. Et tu vas souvent modifier la position de la langue. Et la langue, du coup, selon comment elle va être placée dans la bouche, ça va te permettre de faciliter la respiration nasale. Et du coup, bah, si t'as pas cette respiration nasale qui se fait, ça va être problématique. Donc, langue collée au palais. Langue collée au palais, surtout, elle doit pas pousser sur les dents du haut. Souvent, en pensant collée au palais, les gens vont pousser la langue sur les dents. La langue ne doit jamais toucher les dents du haut. D'accord? Elle doit être un petit peu derrière. Ouais. Mais ça va te donner cette stabilité, ça va te donner cet ancrage, ouais. Ok, je crois que ça va. Je crois qu'on est bon. Voilà. Je crois que là, sur ma mâchoire. C'est bon. Et sur les dents, non, je serre pas les. Après, t'as des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. T'as des occluso-posturaux, donc t'as les dentistes. Et t'as des gens qui font du dentiste mais qui prennent en compte les dents dans la posture. C'est une branche à part. T'en as pas beaucoup, mais t'en as. Et du coup, quand ils vont toucher les dents, bah, ils vont vérifier que ça impacte pas toute ta posture. Donc, dans l'idéal, tu aimerais te faire travailler avec un occluso-posturaux avant de te faire retirer une dent ou de faire du travail dans ta bouche. Ouais. T'as déjà vu des sportifs qui mettaient un dentier? Ouais. Je sais pas si c'est pour améliorer les performances ou pour éviter que ce soit désagréable de serrer les dents. T'as les deux. T'as le fait de protéger les dents du serrement. Donc, typiquement, les athlètes de force ou de combat. Athlète de force, tu serres beaucoup les dents, donc tu risques de développer de l'usure. Sport de combat, c'est les impacts. Ouais. Ou c'est le fait de générer plus de stabilité, parce que le fait de pouvoir serrer, justement, de la même manière que toi tu serres quand tu cours pour stabiliser, bah là tu vas avoir quelque chose dans lequel tu vas pouvoir serrer. D'accord. Ouais, c'est un ancrage. C'est bien, mais même chose. Si jamais tu serres alors que ton occlusion elle est pas bonne, tu vas renforcer ton serrage, tu vas renforcer cet ancrage, alors que de base, pour toi, le fait de serrer les dents, ça te déséquilibre. Donc, c'est pas toujours intéressant d'avoir une gouttière, sauf si elle a été faite par un occluso-posturaux et que dedans, il a fait des trucs bien spécifiques qui te permettent à toi d'avoir cette bonne occlusion. Donc, il y a des endroits, il va peut-être renforcer certains contacts ou des choses comme ça. Okay, donc, ça peut être intéressant, mais pas pour tout. Et il y en a qui l'apportent pour la respiration, parce que t'en as qui sont faites pour justement placer bien la langue, pour éviter que ta langue descende bas sans bouche. Donc, t'as des gens qui l'utilisent
pour la course. Et pareil, c'est là-dessus, ça va, mais c'est quand même assez encombrant et faut voir comment tu la tolères. Ouais, en plus, on ne voit pas si souvent que ça non plus, mais je trouvais ça intéressant. Mais il faut voir, est-ce que tu as fait serrer dessus? Si par exemple ça te fait serrer dessus alors que tu as des problèmes particuliers, bah c'est pas forcément intéressant. Typiquement la nuit, toi, il pourrait te dire on va te mettre une gouttière pour la bouche. Le fait d'avoir un corps étranger dans la bouche, ça va quand même donner envie de serrer dessus. Donc ça peut être pire. Tu vois, moi j'en avais une, mais je la bousillais, je la serrais le matin, j'avais hyper mal parce que j'avais serré dessus. Alors ça protégeait mes dents, mais j'avais des tensions de dingue. C'est pas toujours l'idéal. Ouais, non, se lever avec des courbatures à la mâchoire, c'est pas terrible. Et qu'est-ce que tu penses des bandes pour bandes de respiration pour le nez? Les Incutex. Ouais. C'est les trucs. Strips. Ouais, les no strips, mais t'en as même maintenant avec des aimants. Des aimants, ouais, pour que ça soit encore plus puissant. Ça vaut quelque chose? Moi, je trouve ça assez incroyable, ouais. J'ai jamais testé. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est pas mal. Ça dépend de la marque et que ce soit bien fait, mais ceux qui sont de bonne qualité sont vraiment bien. Ouais, ça fait une grosse différence. Mon partenaire, il avait des gros problèmes de respiration nasale la nuit et il avait des ronflements importants et ça faisait ça faisait une différence jour et la nuit sur la respiration. Ouais. Ça a vraiment l'impression d'avoir un débit vachement incroyable. Après, le truc, c'est que quand tu les retires, t'as l'impression d'être. Ouais, tu te sens pas très bien. Ça, c'est un petit peu dérangeant. Mais franchement, c'est super intéressant comme outil. Après, ça va pas tout corriger non plus. Si t'as la langue qui est basse en bouche et que t'as pas la place dans la bouche pour avoir la langue qui va au palais, souvent, c'est le fait d'avoir une bouche très étroite, ça fait que ta langue, elle descende. Si jamais t'as pas la place en bouche et que tu mets ça, bah, ça va rien changer, hein. Je peux t'ouvrir le nez, ta langue, elle est pas bien placée, ça va pas changer. Mais si t'as des problèmes d'obstruction nasale, là, ouais, c'est intéressant. Ok. Mais par curiosité, ça vaut le coup de tester. Franchement, ouais, test. Ouais, c'est après c'est juste bizarre quand tu le retires parce que t'as vraiment l'impression d'avoir été, t'as l'impression que t'as bouché le nez un peu. Aïe. Ouais, pas la sensation que je préfère, mais ouais, bah je testerai. Je pensais que vraiment que c'était un peu marketing, etc. Et puis ça s'est un peu démocratisé. Tu vois, à Vienne, j'étais au DAS Gym. Des fois, il y avait des athlètes qui en avaient, ils avaient pas trop honte d'avoir un truc sur le nez. Je me souviens que j'en mettais il y a 5 ans, j'ai commencé à tester et à chaque fois les gens personne n'avait ça en plus. Personne n'avait ça, les gens sur les réseaux me disaient mais qu'est-ce que tu mets? Et maintenant, c'est quoi la marque que t'achètes? Maintenant ça devient la mode, tu vois, ils en font avec les aimants, c'est comme tout, une fois que ça se démocratise, voilà. Ça peut être intéressant s'il y a des problèmes d'obstruction nasale. Ouais. OK, bah trop bien, c'est bon à savoir. Voilà. On a abordé plein de sujets vraiment très très intéressants. Est-ce que tu arriverais à donner peut-être 3 ou 5 habitudes pour réduire les douleurs chroniques, pour améliorer sa posture, qu'on pourra appliquer toute la journée? Des trucs simples que tout le monde pourrait arriver à mettre en place. Ça peut être lié à la respiration, ça peut être lié au mouvement. T'as carte blanche sur ça. Ok, alors première respiration, ça serait de prendre régulièrement, ne serait-ce qu'avant chaque repas par exemple, pour pas oublier de prendre 2 minutes où tu fais un protocole de respiration, où tu prends le temps d'avoir une expiration 2 fois plus longue que l'inspire et une pause en apnée de 2-3 secondes pour vraiment accéder à ton système parasympathique. Donc vraiment la pause est très importante. C'est là où l'activation parasympathique de repos va se faire et ça laisse vraiment à ton diaphragme le temps de remonter. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Alors attends, ça fait quoi niveau respiration? Ça fait inspiration en 3 secondes, par exemple, expiration en 6 secondes. Ouais. Par exemple, t'expires en 3-4 secondes, t'expires en 6-8, et puis tu poses 2 secondes en apnée. Mais tu veux pas te crisper. C'est juste genre un temps de pause et je réinspire tranquille. Et tu fais ça pendant 2 minutes. Et tu fais ça pendant 2 minutes. Tu peux faire ça 2, 3, 5 minutes sans envie. Mais juste déjà 2 minutes. Juste de le faire un petit peu avant chaque repas. Juste d'être en conscience déjà. 1, avant de manger, c'est bien. Ça va faciliter la digestion parce que ça te met dans l'état parasympathique. Et 2, ça te donne une opportunité d'avoir ce petit temps de pause, d'avoir une vraie expiration, de reprendre de la conscience. Ça, tu peux le faire. Tu peux varier le protocole. Tu peux faire plus d'expiration. Tu peux l'intensifier petit à petit. Mais ça serait de le faire régulièrement ou dès qu'il y a une période de stress. Les périodes de stress, au lieu tout de suite d'aller fumer. Moi, je dirais ça, c'est les gens qui fument. Le fait de fumer, tu vois, ça va te donner un état de relaxation. Mais en vrai, si tu apprends un protocole de respiration, tu peux vraiment, genre, les gens, ils fument, ils disent, ça me donne une bouffée d'oxygène. Tu peux avoir la même sensation avec un bon protocole de respi. Donc, tu peux l'appliquer aussi, faut le modifier un petit peu, mais tu peux l'appliquer dans la respi. En tout cas, ce conseil, il est bien à faire avant de manger parce qu'effectivement, t'as beaucoup de personnes qui sont dans le rush. Ouais. À midi, par exemple, on mangeait super vite, parfois debout, même pas assis, et du coup, on n'a même pas le temps de
de pouvoir bien digérer ce qu'ils ont consommé parce que leur respiration, leur rythme cardiaque, il est super haut. Exactement. Et en plus, du coup, ça fait que tu y penses, que sinon, c'est vrai que dans la journée, Ouais. en général, tu dis, fais-le toutes les heures ou toutes les 2 heures. C'est chiant. Les gens, ils vont pas y penser, c'est chiant. Donc souvent, avant de te coucher, dans ton lit, ça facilite l'endormissement. Éventuellement, le matin, si t'as un peu dans ton lit, tu veux pas te lever tout de suite. Et après, au repas, tu vois, ça peut être le bon moment. Ou en fin de séance de sport. Quand, au lieu de faire ton étirement pendant 10 minutes, tu te prends 2-3 minutes, un petit peu de ce travail-là, vraiment d'expiration lente et d'apnée. Il y a plein de protocoles, mais pour faire simple, on peut partir sur ça. Plutôt que de s'envoyer un shaker de prot ou un repas direct après la dernière répétition de son exercice. Ouais, de ce qui est prendre pas ce terrible. plan-là, ce qui est pas terrible, exactement. Et en plus, ça va te permettre de vraiment récupérer aussi plus rapidement. Si tu t'entraînes le soir tard, ça va t'éviter de rentrer chez toi avec le système comme ça et de pas dormir. Donc ça peut être intéressant. Le deuxième, ça serait de bouger régulièrement dans la journée. C'est tout simple, c'est bateau, mais juste de te lever régulièrement toutes les heures. Tu fais 10 squats, tu fais 5 push-ups si t'es chez toi. Si t'es au bureau, tu vas marcher, tu vas prendre, ne serait-ce regarder la fenêtre 2 secondes, mais juste bouger un petit peu régulièrement. Ou d'investir justement dans une chaise qui va te permettre de pas rester immobile. Donc c'est bien les petits rappels des montres qui te disent à la fin de l'heure, vous avez pas bougé pendant une heure. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Je savais même pas que ça existait. Je suis pas connectée. Ah ouais? Je suis la moins connectée si ma montre, possible. toutes les heures, si jamais j'ai pas bougé de l'heure, elle te le rappelle. Genre à 12h50, elle va me dire les 10 dernières minutes, faut vous bouger parce que vous avez pas bougé là. Ok, ça par exemple, c'est très bien. Tu vois, ça te permet de le rappeler si tu l'oublies. Et moi, j'ai des techniques toutes simples. Si je me mets un bracelet rouge, un truc, tu vois, qui me rappelle, un truc qui met une gommette sur mon téléphone, un truc qui me le rappelle. Et l'hydratation, c'est hyper sous-côté. Mais quand l'hydratation, c'est juste boire ou c'est 3 litres. Et si possible, dedans, une petite pincée de sel, un peu de jus citron. C'est ce que j'allais demander, ouais. Ouais, parce que ça favorise l'assimilation intracellulaire. Donc, tu veux que l'eau, elle aille dans les cellules. Donc, pour l'intracellulaire, mettre un petit peu d'électrolyte dedans, par exemple, ou de l'eau de coco. L'eau de coco, c'est pas mal aussi. Mais c'est des basiques. Mais si tu réfléchis à ce que ton corps il a besoin, tes tissus, il faut pas qu'ils soient déshydratés, jamais. Un tissu qui déshydrate, c'est un tissu qui va se baisser plus rapidement, ça va limiter la mobilisation de tes fascias, t'as tout qui va être au ralenti, tu vas moins éliminer les toxines, ta circulation lymphatique elle va moins bien se faire, donc hydratation, mouvement, respiration, t'as déjà 3 basiques tout simples. Après, oui, si tu travailles avec moi, je vais te faire plein de trucs différents. Mais c'est déjà pas mal. De base, tout le monde peut appliquer pas d'argent que tout le monde peut appliquer. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs hyper complexes, en fait. C'est hyper simple. Ah là, par contre, j'ai pas bu depuis 1h30. Je me suis pas levé depuis 1h30. J'ai pas eu d'électrolyte. C'est la catastrophe. T'as été assis. Il y a rien qui. Ah là, il y a rien qui va ma respiration. C'était pas ça. Cigarette, ça va. Non, j'ai jamais fumé. Je suis pas prêt de le faire. Voilà. Donc sur ça, on est bien. C'était vraiment passionnant, Victoria. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette discussion. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu postes des choses? Sur les réseaux sociaux, j'essaie d'être plus active. C'est parfois compliqué, mais sur les réseaux sociaux. Sûrement tu le mettras en description, mais c'est compliqué parce que c'est en anglais. Ouais, hashtag Upside. Non, Upside, c'est avec qui j'ai fait le podcast, qui est très bien aussi. C'est The Human Movement Therapy. Ah oui, The Human Movement Therapy. Ouais. Et il y a mon site web, c'est la même chose, Non, mon site web, c'est mon prénom et mon nom, victoriapolastri.com. Et après, j'ai un podcast que je faisais de temps en temps, mais c'est un podcast solo où juste je fais des épisodes sur des thématiques parfois, donc je publie pas souvent des épisodes, mais quand je fais un épisode je prends vraiment le temps de le travailler, donc c'est souvent des grosses éditions sur la posturologie, sur l'émotionnel, sur différentes choses, et après des séminaires, j'ai des e-books en ligne, j'ai des formations, des programmes sur mon site web sur différentes thématiques, sur la respiration, là il y en a un qui va sortir un webinaire sur le diaphragme justement, donc j'ai différentes formations. Donc c'est une bonne entrée en matière, par exemple les séminaires ou les e-books pour apprendre un petit peu plus sur la respiration. Je fais beaucoup de choses, donc il y a des choses ça va toucher les pieds, il y a des choses ça va toucher différentes thématiques, mais j'en ai beaucoup sur la respiration, j'ai 2 programmes sur la respiration et c'est une bonne entrée en matière. Les séminaires sont bien, mais je conseille toujours de commencer déjà par un e-book ou webinaire pour déjà mettre les pieds dans l'eau. Trop bien. Les amis, on laisse directement les liens. Voilà. Pour le site et les e-books de Victoria dans la description, que ce soit sur Spotify ou YouTube. C'est gentil. Merci infiniment, Victoria. Merci à toi, merci à vous. Ouais, c'était top. Et puis, j'ai hâte de voir comment cet épisode sera reçu. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire et à quel point vous saviez tout ce que Victoria nous a dit aujourd'hui et si vous étiez éduqués sur ça. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Victoria. Vous avez vu, on a parlé de posture, on a parlé aussi de respiration et ça tombe bien, j'ai fait un autre podcast sur la respiration. D'ailleurs, je le mentionne dans l'épisode, celui avec le docteur Yvan Cam. Je vous le mets juste ici. Il s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à aller le visionner. Il y a beaucoup d'astuces
très intéressantes à mettre en place facilement. Donc continuez votre visionnage.